Bonsoir, bienvenue dans Grand Prix, votre émission 100% Formule 1 sur Next Gen Auto. On se retrouve ensemble enfin, si on peut dire, après 2 Grands Prix cette saison, pour faire un premier débriefing donc des Grands Prix d'Australie et Grands Prix de Chine. On n'avait pas pu les faire directement, mais on vous avait promis qu'on en parlerait quand même, et donc c'est le cas. On va pouvoir revenir à la fois sur la première et la deuxième course de la saison, un Grand Prix d'Australie remporté par McLaren avec Lando Norris, et un Grand Prix de Chine remporté par McLaren avec Oscar Piastri. Donc ça c'est mon petit bonheur personnel, mais évidemment on va aussi parler de la victoire de Lewis Hamilton au sprint, on va parler des déboires de Liam Lawson chez Red Bull, et d'un début de saison globalement très disputé et très serré. On est 3 ce soir pour en parler. Avec moi il y a Alex. Tu vas bien, Alex? Oui, c'est bien, ça va très bien. Mais on est ravis. On s'attendait pas à ce que Lawson dure moins que Douane chez Alpine, mais bon, on va en parler. Ça fait beaucoup de changements déjà en coulisses, beaucoup d'enseignements et peu de points pour Ferrari en 2 Grands Prix. Effectivement, c'est vrai que Ferrari qui a pas une mauvaise voiture, mais pas un long fleuve tranquille dans ce début de saison. Et avec nous aussi pour en parler, Franck. Ça va, Franck? Bonsoir depuis le sous-sol apparemment, puisque je suis en bas. je suis tout en bas. Tu veux que je te fasse remonter? C'est comme ça. Non, ça va, je vais m'habituer. Il n'y a pas de souci. Non, c'est parce que tu es la base du site, c'est pour ça. Ouais, tu es la fondation. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai beaucoup de poids sur les épaules là, je trouve. C'est ça. Et ouais, les gens qui écoutent en podcast, par contre, ils vont pas comprendre. Ouais, Voilà, c'est ça. Voilà, blague visuelle. Regardez un peu sur YouTube aussi, voilà. Il faut nous regarder au moins 3 secondes pour voir comment on disposer après. Voilà. Non, mais écoutez, très, très content de vous retrouver tous. Bon, c'est pas le premier live de 2025, mais c'est le premier live effectivement de débrief du coup de 2 Grands Prix, puisque voilà, on n'a pas pu faire autrement pour diverses raisons. Donc, hâte d'en parler avec vous. Et puis effectivement, voilà, la petite news, petite, pas vraiment une petite news, mais bon, voilà, c'est de Liam Lawson qui est effectivement n'a eu que 2 courses pour s'exprimer chez Red Bull avant de devoir laisser sa place finalement au choix qui aurait dû être logiquement être celui à faire pendant l'hiver. Donc pour ceux qui voulaient que ça soit Tsunoda, voilà, on va voir ce qu'il vaut. Mais voilà, on va pas préempter de tout ça. On va commencer voilà, dans l'ordre des équipes, et puis on va faire les 2 Grands Prix en même temps à chaque fois, sinon on va y passer 4 heures et c'est pas le but. Exactement. Et c'est vrai que oui, c'est vrai qu'effectivement ça a été un peu la grosse nouvelle. Et nous, on avait quand même dit plusieurs fois, que ce soit sur le débrief 2024, les premières émissions 2025, qu'effectivement on était surpris que Tsunoda ne soit pas choisi compte tenu de ses progrès récents. Et ben, faut croire qu'on avait plus de vision que Helmut Marko. Et je ne parle pas d'ailleurs. On a 6 yeux, ça ira mieux. C'est ça, si ça, hein, forcément. On va pas trop les traîner sur cette blague. On va commencer ce débriefing avec McLaren, évidemment, puisque c'est l'équipe en forme du début de saison. Lando Norris mène le championnat avec une première et une deuxième place. Donc vainqueur en Australie, deuxième derrière Oscar Piastri en Chine. Et Piastri a eu une course un peu compliquée, mais était aussi dans le top 3 au début de course en Australie. Il a fini 9e et il a gagné en Chine. Il est donc 3e au championnat. Et surtout, les McLaren est première en tête. Globalement, un très très bon début de saison. Alors, il n'y a pas une énorme avance. On a eu peur un peu en Australie qu'ils aient pris une grosse avance sur le reste de la concurrence. C'est pas forcément le cas, mais malgré tout, en tout cas, elle est vue comme l'équipe à battre en ce début de saison, avec derrière, un peu comme l'an dernier avec Red Bull, des équipes qui sont pas toujours les mêmes directement derrière McLaren, Franck. Oui, comme tu l'as dit, effectivement, après Melbourne, on a tous eu un petit peu peur. On s'est dit, bon, il y aura McLaren et les autres, comme il y a eu Red Bull et les autres. Et donc, oui, effectivement, ils ont très très bien maîtrisé leur premier week-end de la saison en Australie. Il n'y a pas grand chose à dire, effectivement, sur ce week-end-là. Même si, voilà, sur sec comme sur mouillé, effectivement, la McLaren MCL 39 fonctionne très bien. En Chine, ça a quand même été un peu plus, effectivement, comme tu dis, un peu plus délicat. Ça gagne quand même, ça fait le doublé. Mais voilà, c'est un peu plus laborieux qu'en Australie, et on va dire heureusement pour l'intérêt du championnat, même si je suis sûr que tu n'es pas forcément d'accord avec cette assertion. Mais voilà, tout ce qu'on a envie de voir, effectivement, c'est de la bataille. Et encore une fois, finalement, les essais hivernaux se sont révélés assez réalistes en termes de performance et de hiérarchie, hein. Voilà, il n'y a pas trop le temps de toute façon en 3 jours de cacher son jeu, de faire des choses un peu bizarres. Mais McLaren, effectivement, voilà, c'est la référence de ce début de saison, moins qu'on puisse le craindre après le deuxième Grand Prix.
Alors après, il y a aussi l'histoire des ailerons flexibles. On sait très bien que McLaren avait démenti avoir dû toucher son aileron le jeudi, mais finalement, la FIA a quand même confirmé que bon, l'aileron en mode Australie n'aurait pas passé les nouvelles normes de tolérance. Alors est-ce qu'ils ont modifié leur aileron ou est-ce qu'ils ont modifié son fonctionnement? C'est toujours pareil, c'est jouer avec les mots, hein. C'est toujours pareil. Mais voilà, la vitesse de pointe s'est réduite et l'avantage s'est réduit aussi. Donc peut-être que voilà, cet effet militaresque dont pouvait bénéficier McLaren ayant été restreint, ça a aussi rapproché derrière des équipes qui se retrouvent encore dans un mouchoir de poche. Hein. On est sur des écarts allant de 6 à 8 dixièmes en qualification, alors qu'on était quand même à la seconde l'année dernière. Donc ça, vraiment, la convergence attendue en 2025, elle est là. McLaren a quand même un petit pied devant, hein, soyons clairs. C'est quand même pas non plus mentir que de dire qu'ils sont un petit peu favoris pour au moins quelques courses. Maintenant, s'ils dominent un petit peu trop ce début de saison, ça va aussi être un gros signal pour les autres équipes de se tourner vers 2026, et ça serait peut-être un peu dommage pour la suite de la saison. Effectivement, ouais. C'est Alex, toi, comment tu vois ça aussi de ton côté? Si on parle des pilotes, moi, le Norris de l'Australie m'avait vraiment impressionné. On s'est dit, voilà, on tient la victoire des Terrence, et s'en est suivi avec un sprint qui était assez catastrophique, que ce soit en quali sprint, même en Q3, même en quali sprint ou en sprint, où il se rate. Et là, au contraire, c'est Piastri qui a vraiment fait un week-end magnifique, et là aussi un week-end référence. Et j'ai envie de dire que même si la McLaren domine, on risque d'avoir un très beau duel. Un très beau duel entre ces deux pilotes. Ce qui rend d'autant plus redoutable cette année McLaren pour le championnat constructeur. On se dit qu'il y aura potentiellement deux championnats avec les règles sur les ailerons qui vont se durcir à partir du Grand Prix d'Espagne. Donc voilà, est-ce que cet avantage va durer? On ne sait pas. En tout cas, c'est vrai que McLaren fait le plein. Ils auraient pu faire davantage de plein, puisque faut souligner aussi que Piastri a fait une bourde en Australie également. Donc je pense qu'évidemment, il y a de quoi être quand même très optimiste du côté de McLaren. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont quand même encore gaspillé des points, mais cette fois, plus à cause des pilotes. Ouais, effectivement. Après, moi, je les vois quand même encore un peu dominés, au moins sur la première partie de saison. C'est vrai qu'il y a comme vous le dites, cette échéance du Grand Prix d'Espagne qui arrive et où ça risque de potentiellement changer un peu la hiérarchie. Pour autant, je pense que les équipes se sont préparées à l'avance et que, à mon avis, il n'y aura pas non plus de gros sauts en avant ou en arrière dans le classement pour certaines équipes. Moi, je serais toujours un peu inquiet du côté de McLaren pour les pilotes quand même, parce que effectivement, c'est un beau duel et tout ça, mais pour l'instant, ils n'ont pas vraiment eu de lutte directe. Alors, ils ont respecté les consignes qui ont été déployées plus tôt que l'an dernier, ça c'est bien. Mais au moment où la tension va monter un peu, il faudra que McLaren sache garder son côté toujours très clair au niveau des consignes. Pour l'instant, c'était bien, parce qu'on se rappelle notamment en Australie, où effectivement, il y a eu cette consigne sur 3 tours précisément de ne pas s'attaquer parce que il y avait des conditions qui ne le permettaient pas, etc. Donc ça, c'était bien, mais c'est vrai que McLaren va devoir gérer ça, et dans tous les cas, soit ils le géreront confortablement s'ils ont de l'avance, soit effectivement ils vont devoir le gérer en plus de la lutte avec les autres équipes, puisque on peut imaginer que Ferrari notamment va pas en rester là, malgré un début de saison un peu compliqué. Autre chose à ajouter sur McLaren. Ah si, moi j'avais une info aussi, ils ont fait rouler Valtteri Bottas, on en a parlé, et donc il va comme ça aussi être de réserviste également de l'équipe au cas où il y aurait des pilotes qui seraient indisponibles à un Grand Prix. Voilà, après, je sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur McLaren. C'est vrai que pour eux, ça a été un début de saison plutôt fluide, on va dire. Oui, moi, du moment qu'ils nous privent pas d'une bataille entre les deux pilotes, si jamais ça doit se jouer entre eux, tant mieux. Maintenant, si vous avez derrière un Verstappen qui continue à maximiser des points et que les deux continuent à s'en prendre, à voir. Mais bon, s'il reste un petit peu devant et que la base McLaren qui s'est bien forgée en 2023-2024 est maintenant solide sur 2025, il devrait pouvoir, je dis pas cumuler les doublés parce que c'est quand même ça, on n'en est pas là encore en termes d'avance, mais si effectivement ils finissent le plus souvent possible 1 et 2 ou 1 et 3 ou 2 et 3, ce serait bien qu'effectivement on puisse avoir une bataille assez libre entre deux, ce serait assez cool. Et puis de toute façon, le contrat de Piastri n'est pas du tout un contrat de numéro 2, on le rappelle, hein, c'est vraiment, il y a hors de question d'imposer des consignes à Piastri ou d'ailleurs à Norris, si ce n'est que ça doit être bien débattu avant les courses. C'est ça. Et si un des deux effectivement doit prendre l'avantage, ce sera directement sur la piste. Sinon, ça risque d'aller au bout.
petite parenthèse pour remercier Jack Team qui nous dit joli le nouveau site, puisqu'effectivement on n'a pas encore eu l'occasion de vous l'annoncer pendant les émissions, mais Next Gen Auto a fait un petit peu peau neuve avec pas mal de nouveautés sur le site, voilà, donc ça permet de faire un petit coup de frais avant la saison 2025. Et effectivement, on s'est lancé sur Blue Sky aussi pour ceux qui n'ont pas rejoint. Voilà. On vous invite aussi très largement à rejoindre Blue Sky aussi, à nous suivre là-bas. On continue à poster sur X, mais on peut poster un petit peu moins pour des raisons techniques notamment. Après aussi pour des raisons éthiques. Hein, voilà, je pense qu'il y a de plus en plus de médias qui sont en train de se détourner de X. Et puis effectivement, voilà, tout nouveau site entièrement repensé. Alors, qui vous semble pas forcément différent. D'ailleurs, peut-être pour ceux qui l'ont pas vu, il y a un mode sombre aussi, qui est beaucoup plus agréable en termes de lecture. Aussi allégé en termes publicitaires, ça a aussi été une demande, voilà, donc on a mieux réintégré de la publicité pour avoir moins de publicité intrusive, donc je pense non, sur mobile et sur ordinateur ça doit vraiment se ressentir en termes de rapidité, donc voilà, on mise là-dessus, on est très content du lancement, on a eu très peu de mauvais retours, on n'a même pas eu du tout en fait. Je dis très peu en fait, on n'a pas eu du tout. Très peu du genre, pas du tout. C'est ça, non, c'est vrai. En général, les gens écrivent plutôt quand ils sont pas contents et rarement quand ils sont contents. Et là, ils ont plutôt écrit parce qu'ils étaient contents. Donc voilà, écoutez, c'est une nouvelle plateforme pour continuer effectivement à vous proposer de plus en plus d'infos. Et puis voilà, si vous l'avez apprécié. Continuer, il y a encore d'autres petites nouveautés qui vont être réintégrées, et notamment pour ceux qui l'ont pas vu, le retour des commentaires sous les articles, les commentaires discusses. Pour l'instant, ça se passe très bien. On espère ne pas avoir à intervenir, mais voilà, pour ceux qui veulent débattre sous les articles, pour ceux qui ne l'ont pas vu, en dessous de chaque article, vous pouvez commenter, laisser votre avis, débattre avec les autres, sans aucun souci. Exactement. Voilà, petite parenthèse. Et salut à tous ceux qui... Et on remercie Arnaud notamment, que vous ne connaissez pas, ce qui est le développeur de l'ombre, qui est passablement grâce à lui que toute la technique next-gen fonctionne avec les bases de données, les sites, le codage, toutes les nouvelles normes, notamment de codage qui me sont un peu éloignées moi maintenant. J'ai appris à coder des sites il y a plus de 20 ans et c'est vraiment plus la même chose, et si je devais le refaire ce serait compliqué. Mais voilà, un grand merci à Arnaud notamment pour ce nouveau site et beaucoup de travail derrière. Tout à fait, on le remercie, et merci à ceux qui nous rejoignent aussi, parce qu'on est plus de 400 à nous regarder, et puis il y a quelques nouvelles personnes dans le chat, notamment Étoile Polaire, je viens à lui, parce qu'on va pouvoir parler de Mercedes. Donc forcément, même si c'était un peu le running gag de l'an dernier, puisque Mercedes cherchait toujours son étoile polaire. Alors Mercedes a eu des résultats, hormis McLaren, les plus réguliers de la saison. George Russell fait 3e en Australie, 3e en Chine. Andrea Kimi Antonelli, malgré une mauvaise qualif en Australie, finit 4e et finit 6e après les 2 disqualifications des Ferrari. Il était 8e à l'arrivée en Chine. Donc Mercedes est 2e au championnat. Possiblement derrière Ferrari en performance pure, mais pas tout le temps, et surtout une bonne gestion de course et un Russell très solide et Antonelli très prometteur. Alex. Ouais, c'est un bon début de saison sans être un très bon début de saison quand même. Il faut pas non plus surinterpréter la performance de Mercedes qui est quand même derrière McLaren en performance pure, mais ils ont l'air d'avoir enfin une base saine, une base sur laquelle travailler, voilà, qui n'est pas une diva, et c'est vraiment ce qu'ils voulaient. Donc à partir de là, il faudra bien sûr voir avec les prochaines courses. Pour moi, il en manque quand même toujours un peu à cette équipe Mercedes qui n'a pas les armes. Alors là encore, on va le voir en termes de développement, et sur les pilotes, Russell aussi discret que solide, hein. Il est bien placé évidemment en classement pilote, il fait que des P3. Voilà, je pense que c'est clairement un des pilotes faciles cette année, et il va clairement gagner des courses. Quant à Antonelli, mauvaise nouvelle pour Bottas, il ne va pas redevenir titulaire cette année. En tout cas, voilà, il fait un début très solide. Bon, on sait qu'il a fait beaucoup de kilomètres en essai privé. Évidemment, ses positions, certains pourraient dire qu'elles sont un peu flatteuses, mais en même temps, il n'a fait aucune erreur. Enfin, si, il a quand même eu chaud à Melbourne une fois, mais il est quand même resté sur la piste. Il n'avait pas une bonne position en piste en Chine, mais il faut pas oublier qu'il avait aussi des dégâts qui étaient assez importants, qui l'ont condamné à une course un peu d'attente en milieu gris. En tout cas, voilà, au bout de 2 Grands Prix, c'est évidemment ce que Toto Wolff voulait voir de lui. Et je pense que même en deuxième partie de saison, lorsqu'on ira sur des circuits qu'il connaît vraiment beaucoup mieux, même à Imola, etc., je pense qu'on verra de belles choses. En tout cas, c'est le meilleur des mondes pour Mercedes, parce que Russell n'est pas non plus inquiété, en tout cas pas encore, il est leader d'équipe. Et Antonelli fait du bon boulot et est prometteur pour 2026. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi engager Verstappen ?
Tu me tends la perche là du coup. Vas-y Franck, rebondis là-dessus. Effectivement. Rebondis là-dessus. Non, mais effectivement, Russell très solide, hein, forcément, très très bon début de saison. Antonelli qui pour l'instant tient ses promesses. Voilà, on n'en attend pas moins de lui, mais pas plus non plus pour le moment. Donc tant mieux. Et la WSS qui effectivement a l'air d'être un peu moins une diva, mais attention, ce n'est que 2 circuits. On pourra peut-être en juger un petit peu plus au bout de 4 ou 5 effectivement sur le fait que la Mercedes est peut-être un peu plus constante, mais encore effectivement un poil de performance. Mais bon, c'est entre la deuxième et la troisième force du plateau, voilà, selon comment Ferrari se débrouille. Voilà, mais effectivement, pour l'instant, on rappelle oui, effectivement que les 2 pilotes là sont en fin de contrat en 2025. Et évidemment, le sujet Verstappen est un petit peu arrivé dans les paddocks parce que comme la Red Bull n'est pas vraiment très performante, tout le monde se demande si Verstappen continuera encore chez Red Bull l'année prochaine. Mais Toto Wolff, je pense qu'il a changé complètement de stratégie. C'est-à-dire que pour l'instant, Verstappen était un non-sujet, mais je pense que cette fois-ci, il veut vraiment aborder la chose très discrètement en coulisses, si jamais ça doit se faire. Et si jamais il peut avoir Verstappen, effectivement, je pense que ce sera un crève-cœur pour lui, parce qu'il va devoir choisir entre Russell ou Antonelli. Antonelli, c'est quand même un pur produit de la filière Mercedes, et c'est quand même, ce serait quand même dommage de le sacrifier, entre guillemets, sauf si effectivement il stagne un petit peu en cours de saison. Hein. À ce moment-là, il n'y a pas trop de doute. Russell, il mérite totalement sa place. Après, Antonelli, on peut toujours essayer de l'imaginer casé quelque part dans une équipe cliente de Mercedes. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas des masses. Il y aura peut-être Alpine, voilà, qui pourrait... Il y a beaucoup de monde déjà chez Alpine. Hein. Il y a déjà genre 8 pilotes ou un truc comme ça. mais voilà, ce serait... si les deux font une saison très solide et que Verstappen arrive, forcément, il y en a un des deux qui va devoir laisser sa... Alors, c'est comme toujours pareil, hein, Sainz a compris qu'il avait dû laisser sa place au grand Hamilton. Je suis pas sûr que Russell pense la même chose de devoir laisser sa place au grand Verstappen, connaissant leur amitié en ce moment. Anthony pourrait peut-être un peu plus le comprendre, mais bon, ce serait évidemment extrêmement décevant. Et maintenant, c'est la dure loi de la Formule 1, donc bon, on n'en est pas là. On n'en est pas là du tout. Mais si Verstappen doit changer d'équipe, ça sera de toute façon entre Mercedes ou Aston Martin. Clairement, ça se joue entre ces deux-là, mais pour l'instant. On n'y est pas, même si Marco parle plutôt d'agitation et de rumeurs jusqu'à la pause estivale. Si la clause de performance de Verstappen peut être effectivement actée et sortie par le pilote néerlandais, effectivement, il va falloir sortir le chéquier derrière. Voilà. Ça, c'est certain. C'est vrai que personnellement, si ça continue comme ça, on est encore tôt dans la saison, il y a 22 courses restantes, mais en ayant un Russell numéro 1 clair et puis un Antonelli pas très loin mais pas menaçant, comme tu disais, c'est vrai que c'est exactement le plan que voulait Wolff, c'est-à-dire pas de remous dans l'équipe, pas de justification à avoir sur Antonelli qui serait pas performant, et un pilote de 18 ans qui prépare pour une deuxième saison, et en plus c'est le plan. Donc pour moi, s'ils doivent se séparer d'un pilote, ils ne se sépareront pas d'Antonelli. Cependant, Russell est aussi un pur produit Mercedes, ils en sont assez fiers d'avoir 2 pilotes de la filière, et effectivement c'est compliqué pour eux de s'en séparer. C'est pour ça que je pense, à mon avis, que Mercedes ne courra pas trop après Verstappen, qui est aussi quand même quelqu'un qui est un peu agitateur dans l'équipe où il est. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est Red Bull et que Red Bull est déjà bien assez agité sans lui, donc ça change pas grand-chose. Mais Mercedes, le calme règne quand même pas mal dans l'équipe, et je suis pas sûr qu'il serait vraiment super content d'avoir un Verstappen, même si on est tous d'accord que c'est toujours un atout de l'avoir en termes de performance sportive. Attention, parce qu'il a l'air quand même de vouloir, on commence un petit peu aussi à avoir tout le discours derrière sur Verstappen, qui a quand même besoin d'une Formule 1 extrêmement spécifique en termes de réglage et de fonctionnement pour pouvoir performer. Et ça veut dire que si on doit faire une F1 entre guillemets, on va dire une F1 made for Verstappen, mais c'est setup by Verstappen, ou en tout cas qui va vers ce setup là, c'est vraiment au détriment du deuxième pilote. Et on en reparlera tout à l'heure, mais j'ai un peu peur que pour Yuki Tsunoda ça soit aussi le même tarif, hein. Peut-être pas aussi cher que celui qu'a pris Lawson, mais ça peut très vite être du style de Perez. Donc avoir un Verstappen qui a un style de pilotage extrêmement spécifique et compliqué pour une F1, c'est peut-être pas forcément un atout au final. C'est ironique, puisque avant de rejoindre Red Bull, avant de rejoindre Toro Rosso, Verstappen était vraiment en contact avancé avec Mercedes avant d'arriver en F1, et c'est que parce que Red Bull avait via Toro Rosso un baquet à offrir que Verstappen a rejoint Red Bull. Et c'est aussi que parce que Red Bull l'a propulsé dans l'équipe numéro 1 qu'il est resté, sinon il y avait encore de nouveau une salve de Wolff pour essayer de le récupérer. Mais c'est vrai que maintenant,
Alors déjà, on peut se poser la question de quel niveau aurait Verstappen dans une équipe où il arriverait en ayant une voiture qui ne soit pas faite pour lui. Même le temps de s'adapter, tout ça, on ne sait pas. Alors il serait évidemment très bon, mais il serait peut-être pas aussi bon. Et du coup, effectivement, la question c'est de se dire, et moi c'est ce qui fait que je privilégie la piste Aston, c'est de se dire, est-ce que c'est pas mieux d'aller dans une équipe où le concepteur en chef est quelqu'un qui connaît Verstappen, c'est-à-dire Adrian Newey. Je suis d'accord. Donc c'est pour ça que je pense que, à mon avis, Mercedes, moi, si je devais être un pari à l'heure actuelle, après ça peut beaucoup évoluer en quelques semaines ou quelques mois, mais pour moi, je pense qu'ils garderont le même duo de pilotes, qui est potentiellement appelé à devenir un des meilleurs pilotes, un des meilleurs duos de la grille en plus. Mais si j'étais Verstappen et que je devais choisir entre Mercedes et Aston, je serais bien embêté parce que Mercedes c'est comme une équipe très établie, qui fonctionne très bien. Elle va avoir le moteur quand même en 2026 qui va être la référence du plateau, certainement avec le Ferrari, soyons clairs. En général, ce sont quand même ces deux motoristes-là qui dominent et puis qui ont vraiment maîtrisé l'air hybride. Donc, logiquement, vraiment en toute logique, il faudrait choisir Mercedes. Aston, effectivement, eux, ils ont tous les ingrédients maintenant. Ils ont une super nouvelle usine, ils ont une super soufflerie, ils ont Adrian Newey. Ils vont avoir Enrico Cardile qui pensait avoir plus tôt pour bosser sur le projet de Mercedes, mais Ferrari fait tout ce qu'il faut pour retenir jusqu'en juillet. Donc eux, ils vont avoir tous les ingrédients, mais ils n'auront pas encore réussi à faire la recette qui va avec tous les ingrédients. C'est ça. Voilà, donc c'est aussi une question de temps derrière. Donc maintenant, je vois plus effectivement un Verstappen imposer ses idées dans une équipe Aston Martin, où il y a Newey derrière, et puis le deuxième pilote, ça sera certainement pas Alonso, ça sera encore peut-être Lance Stroll, qui lui la fermera et s'adaptera, on va dire, soyons clairs. Il sera déjà bien content de pouvoir rester, à mon avis. Donc effectivement, voilà, en fait, Verstappen a deux choix possibles, soit une équipe très établie qui risque de faire mal en 2026, soit une équipe qu'il peut encore modeler à sa façon, Aston Martin, avec des gens qui le soutiendront à 100%. C'est difficile comme choix, délicat. Et c'est vrai que MMG dit encore faut-il faire sauter le bouchon Alonso Stroll chez Aston. Vu les moyens de Aston, t'inquiète pas que s'ils doivent envoyer Alonso en pré-retraite ou dégager le fils Stroll pour le mettre ailleurs, il y aura toujours un bon chéquier à signer, enfin prêt à signer un chèque quelque part. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Todd Pollard nous dit purée, Stroll Verstappen, le duo de l'enfer. Écoute, après, je pense qu'avec Verstappen, il serait quand même content, mais bon. On n'est pas encore là en tout cas. Du côté de Mercedes, voilà, c'est vrai que en tout cas c'est le début de saison le plus prometteur de l'ère actuelle, je pense, parce que même si 2023 était bon, on sentait que la voiture ils étaient déjà pas contents de la conception de la voiture, donc on savait que la saison allait être compliquée. Là, ils ont des bases solides, enfin, et une voiture qui enfin n'est pas incompréhensible. Donc c'est vrai qu'on l'a vu sur deux circuits très différents, sous la pluie, sous la chaleur, la voiture a été très bonne et globalement. Elle a été performante dans toutes les situations et a bien géré ses pneus, ce qui semble être important cette année compte tenu des écarts serrés en course. Voilà, après au niveau actualité chez Mercedes, je crois que c'est assez calme effectivement. Eux c'est aussi full focus sur 2026 comme tous les motoristes, mais alors il se dit qu'il serait quand même un peu en avance sur les autres effectivement. C'est pour ça qu'ils voudraient pas le V10 tout de suite aussi. Évidemment, eux le V6 c'est leur truc et puis c'est ça. Et puis bon, après le V10, le problème c'est que ça on pourrait presque faire une émission dessus à part, mais c'est un truc qui obligerait à tout changer dans les bancs d'essai des équipes. Et en plus de ça, dans tous les cas, comme le disait Pat Simons chez Cadillac, on peut pas demander aux motoristes de faire un projet énorme de repartir quasiment à zéro dans leur conception pour balancer le projet au bout de 3-4 ans. Donc c'est vrai qu'il dit les moteurs de 2026 vont peut-être pas durer 10 ans comme ceux ou 12 ans comme ceux qu'on vient d'avoir, mais ils vont pas non plus les balancer dans 3 ans, quoi. Donc dans tous les cas, le retour au V10 c'est pas quelque chose avant l'horizon de 2031. J'ai trouvé très très faible ou très timide la défense par la FIA ou la FOM, surtout la FOM, parce que Ben Sulayem, on connaît son agenda, mais par la FOM de leur propre règlement moteur. Et c'est vrai que ça rend pas très optimiste, faut bien l'avouer. Est-ce que c'est pas Red Bull qui avait raison finalement? Red Bull, ils ont envie d'avait dit ça. Là, ils sentent très bien que leur projet est en train de capoter, donc capoter. Il est pas très très en avance, on va dire. Donc le V10 pour eux, oui, bien sûr. Et puis Ferrari aussi, ce sont vraiment les deux plus grands défenseurs effectivement du V10 actuellement, mais au mieux ça arriverait en 2028 voire 2029 si jamais on devrait raccourcir la réglementation de l'année prochaine. Mais je crois pas du tout que les c'est au risque quand même de perdre peut-être certainement Audi. Déjà, on va voir ce que ça donne. Je pense qu'il faut.
Mais bon, voilà, est-ce qu'on prolonger la réglementation de 2025, c'était aussi dans les discussions, mais bon, du coup, vous dites à quoi, Audi? Voilà, vous courez avec un moteur Mercedes. Oui, de toute façon, ça peut être très drôle. On a publié un article aussi là-dessus, c'est que Mercedes a dit que eux, compte tenu du banc d'essai et du banc de travail pour le moteur 2026, ils auront même plus de quoi produire des moteurs 2025. Donc ils ont dit, si le règlement était prolongé, on garde notre moteur parce qu'on aurait de quoi en produire pour nos 2 voitures, mais nos clients devront le faire autrement. Donc ça règle le problème de cette question-là, en tout cas. Après, Audi, les pneus n'est pas des plus stables. Oui, ça, c'est sûr. C'est aussi un autre problème. Mais bon, ils veulent quand même arriver en grande pompe en Formule 1, quoi qu'il arrive. Et puis, il y a Honda dont on parle peu, mais voilà. Hein, ça peut être aussi un gros raté, comme une grosse surprise, on ne sait pas. Bon, après, Honda, ils ont quand même l'expérience du V6 actuel. Donc, je pense que ça devrait quand même plutôt mieux se passer, en tout cas, qu'un Red Bull Ford, soyons clairs. Les Red Bull Ford, d'ailleurs, ils sont gentils, mais après, je suis pas sûr que ça se passerait mieux sur un V10, parce que finalement, à part ajouter 4 cylindres, ce serait quand même un moteur hybride, quoi qu'il arrive, et donc ce serait pas non plus un miracle. Oh, je suis pas sûr qu'il hybride le V10, par contre. Hein. Je crois qu'ils avaient dit qu'ils garderaient quand même une hybridation, même s'ils passaient au V10, dans tous les cas. Ouais, bon, avoir un petit moteur électrique, histoire de dire qu'on démarre dans les stands, comme ça, histoire de se donner mot de conscience. C'est ça. On va passer justement, puisqu'on parle de Red Bull, on va passer à Red Bull qui pointe 3e au championnat du monde des constructeurs. Honnêtement, on va pas se mentir, c'est surtout Max Verstappen qui pointe 3e au championnat du monde des constructeurs, avec une 2e place en Australie, une 4e place en Chine au cours d'un week-end un peu plus compliqué pour lui. Et Liam Lawson, malheureusement, un début de saison avec un abandon en Australie, une 12e place en Chine, 2 éliminations en Q1. Et un coup près qui est déjà tombé. Alors ça, c'est vrai que c'est vraiment la chose qu'on n'attendait pas, en tout cas pas si tôt, parce qu'on s'est dit que Sergio Pérez a eu 4 ans, même Gasly avait eu une demi-saison, alors que Marco n'arrêtait pas de l'humilier publiquement avec des déclarations à l'emporte-pièce. Et là, Lawson, il y a eu un coup de semonce après la Chine où on a dit il va falloir que ça aille rapidement. Et finalement, en fait, on lui laisse même pas le temps de corriger le tir. C'est déjà la fin. Alors, c'est pas la fin de la carrière de Lawson puisqu'il va retourner chez Racing Bulls. Mais alors pour moi, c'est un risque. Je vous laisse commenter après, mais pour moi, c'est un risque pour Red Bull parce que si Tsunoda est encore pas bon et qu'il ait fait des moins bonnes performances que chez Racing Bulls et que Lawson se remet à performer, et ça montrera que vraiment le problème vient de Red Bull et de la remise en question de Red Bull. Donc, parce qu'en fait, je vois effectivement dans le chat, c'est terrible Lawson, mais Lawson n'est pas devenu mauvais du jour au lendemain. Comme Gasly n'était pas devenu mauvais du jour au lendemain, comme Albon n'était pas devenu mauvais du jour au lendemain, comme Sergio Pérez n'était pas devenu mauvais du jour au lendemain. Et voilà, donc pour moi, le problème vient de Red Bull, mais après, je sais pas ce que vous en pensez. Et toi, Franck, qu'est-ce que tu penses de cette rétrogradation si tôt dans la saison ? Il y a le feu dans la maison Red Bull, clairement. De toute façon, là, je pense qu'ils ont compris très très vite que Lawson n'y arriverait pas avec cette voiture, parce que l'écart est quand même bien supérieur à celui que Pérez avait par rapport à Verstappen l'an dernier. Ils se sont aussi rendus compte que cette voiture, cette RB21, qui devait être plus équilibrée, l'est peut-être, mais n'est plus assez performante. Donc clairement, même Verstappen avec cette voiture-là, il sent clairement que si ça bouge pas, si ça améliore pas, ça va être très compliqué d'aller chercher le titre. Hein. Voilà, donc P2, P4, hein, voilà, c'est pas des mauvais résultats, ça limite les dégâts, on va dire, mais la voiture, elle est pas en mesure de gagner là actuellement. Et la McLaren l'est, et je pense quand même qu'une Ferrari mieux exploitée peut être devant la Red Bull aussi. Comme la Mercedes d'ailleurs, elle était devant la Red Bull en Chine, donc là, c'est pour ça qu'il y a eu une réunion d'urgence à Hamilton Keynes effectivement cette semaine, où voilà, on a appris du coup qu'il y aura un échange de baquets entre Tsunoda et Lawson, mais si effectivement Tsunoda se casse aussi les dents, et je pense qu'il le fera, je sais pas dans quelle mesure, mais je vois pas aller chatouiller Verstappen ou aller faire un podium chez lui comme il en rêve, mais s'il arrive à le chatouiller Verstappen, alors miracle parfait, on a trouvé un autre pilote capable de piloter l'RB21 avec un train avant très accrocheur, quitte à avoir du coup un train arrière un peu trop mobile, et à ce moment-là, Red Bull sauve les meubles. Mais si Tsunoda se casse aussi les dents, effectivement, comme tu dis, c'est vraiment un problème Red Bull. Pour moi, on a posé d'ailleurs la question ce week-end sur le site, c'est que même l'ancienne stratège d'Aston Martin qui dit, est-ce que Red Bull ne peut pas finalement la 10e équipe, parce que si on enlève Verstappen et qu'on met quelqu'un d'autre, imaginez un duo de Tsunoda Lawson qui est quand même pas mal, hein, on va dire, et que la voiture fait 16e, 17e ou 19e ou 20e, voilà, parce que Red Bull n'est pas clairement la dernière équipe avec un autre pilote que Verstappen. Et là, clairement, la stratégie de développement
axée pas sur un pilote, mais en tout cas sur son style de pilotage, pour moi, elle est extrêmement dangereuse. Elle est extrêmement dangereuse pour Red Bull. Et de toute façon, voilà, bon, ils se sont dit là, il faut vite qu'on limite les dégâts parce qu'ils sont dit, sinon le championnat constructeur, clairement, il est perdu. Donc, le tout pour le tout, on passe Tsunoda directement. De toute façon, Lawson a marqué 0 points, donc ça ne changeait pas grand-chose. Et on tente ça. Et on sait que c'est le choix de Marco aussi, et pas Horner, parce que Horner, lui, voulait Colapinto pendant l'hiver, et Marco ne voulait pas. Et puis au final, la direction de Red Bull a tranché, Colapinto n'a pas été recruté. Maintenant, Colapinto était-il surcoté, ça... Malheureusement, on ne saura pas tout de suite non plus. On fera une émission plus tard là-dessus. Mais bref, ouais, non, c'est très difficile de décrypter ce qui se passe chez Red Bull. On verra peut-être un peu plus à Suzuka sur un circuit un peu plus traditionnel, voilà, sur lequel Verstappen excelle, évidemment, que Tsunoda connaît par cœur. Maintenant, bon, il ne connaît pas la voiture non plus. Donc il ne faudra peut-être pas juger Tsunoda sur ce premier Grand Prix à Suzuka. Mais très très vite, si Tsunoda n'est pas dans le rythme, on pourra que constater que cette équipe ne peut tourner qu'autour de Verstappen et que si Verstappen s'en va, aïe aïe aïe, la catastrophe quoi. Et je tiens quand même à dire que ce qui est un peu dégueulasse pour Lawson, c'est que c'est 2 circuits qu'il n'avait jamais fait en F1, puisqu'il a toujours remplacé des pilotes en fin de saison, donc il n'a jamais roulé en Australie ni en Chine. Et en fait, ça aurait au moins été bien de lui laisser le Japon, qu'il connaît, en ayant fait de la Super Formula, pour voir à quel point il était largué, parce que je vois dans le chat, c'est Contexte Dany qui dit le souci c'est pas de faire une fois, donc d'être proche de Verstappen, c'est de le faire régulièrement toute la saison. Mais non, le souci aujourd'hui c'est de le faire une fois. C'est-à-dire que ça fait quasiment 1 an aujourd'hui que Verstappen n'a pas été ne serait-ce qu'approché par son équipier. Parce que Perez a fait 4 podiums en début de saison l'an dernier. Après il s'est effondré totalement. Et depuis, en fait, Verstappen est seul au monde dans l'équipe. Et déjà avant ça, sur la fin de saison 2023, c'était déjà très compliqué. Donc pour moi, il y a un vrai problème chez Red Bull, à commencer par le fait que, encore une fois, toutes les décisions sont prises à contre-temps. C'est-à-dire qu'on met Lawson dans la voiture alors qu'il n'a pas d'expérience. Concrètement, il a 11 courses. À côté de ça, on a Tsunoda qui a 4 saisons et on remplace un pilote qui en avait plus de 10 ans d'expérience. Ensuite, ils s'étonnent, ils sont tous surpris que le mec qui a 11 courses soit plus loin de Verstappen que celui qui avait 11 saisons, mais c'est peut-être pas anormal non plus, encore une fois sur des circuits qu'il ne connaît pas. Et une fois qu'il a fait deux courses sur des circuits qu'il ne connaît pas, on le dégage et on prend un autre pilote qu'on va mettre un peu de manière non préparée dans la voiture. Donc pour moi, c'est totalement absurde. Et je vois le message dans le chat de Hamilton Le Cire qui dit: les Next Gen Boys, vous parlez de problème management, vous êtes sérieux? Sur la nouvelle réglementation, ils ont remporté 5 titres sur 6 possibles, et cette année ils sont dans les clous pour viser le titre pilote, leur objectif premier. Oui, donc effectivement le bilan est très bon, mais dis-toi, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'a remporté Red Bull et qu'est-ce qu'a remporté Verstappen? Je te rappelle que sur la moitié des titres constructeurs qu'il remporte ces dernières années, Verstappen est champion tout seul. Et donc, au bout d'un moment, c'est pas normal non plus qu'une équipe ne soit pas capable de fournir une voiture qui marche à ses 2 pilotes. Et dans tous les cas, qu'elle soit aussi Verstappen dépendante. Parce que c'est bien le management de dire ouais, ils ont un pilote qui remporte tout. Si le pilote à la fin de la saison il se barre, ce qui est probable parce que le projet est en train de se casser la gueule, ils n'auront plus rien. Et le Red Bull l'an prochain, pour moi, ça peut largement être 7ème, 8ème, voire 9ème force du plateau. Et je rajoute juste avant de passer la parole à Alex quand même, je rajoute juste qu'en termes de tendance, on a quand même déjà vu que ça allait quand même très mal puisqu'ils ont perdu comme le titre constructeur l'an dernier. Donc, et la tendance ne fait que s'accentuer à la baisse en ce début de saison, puisque McLaren est clairement devant. Voilà. Donc non, on n'exagère rien du tout. Il y a pas, le pilote star va peut-être partir, mais les ingénieurs stars sont déjà partis. Aussi. Voilà, la crise de cerveau, c'est pas nouveau chez Red Bull. Alors évidemment, c'est le lot dans une équipe d'avoir des mouvements, hein, ça c'est toujours le cas. Mais il n'y a pas que Newey, hein, même Dan Fallows, hein, ça date un petit peu déjà. Jonathan Whitley, Rob Marshall chez McLaren. Enfin, on a une équipe qui prend l'eau un petit peu de toutes parts et qui effectivement essaie de le compenser par une stratégie désespérée, paniquée, erratique, brouillonne, qui jette des pilotes et qui jette des points. Donc effectivement, l'âge d'or est clairement passé. On a le sentiment là d'un nouveau cycle chez Red Bull et bon, c'est la F1 aussi, hein, des hauts, des bas, c'est assez logique, hein, si une page tourne. Mais moi, je veux quand même souligner. Alors, on a dit beaucoup de choses sur Red Bull, mais le début de saison quand même formidable de Verstappen. Hein. Moi, j'étais quand même en admiration devant lui à Melbourne où il a failli gagner la course.
Et même en Chine, il fait encore des grands prix exemplaires. Voilà, c'est quand même un pilote exceptionnel. Voilà. Et c'est vrai que c'est la cote de Pérez qui remonte un petit peu, notamment du côté de Pérez a mis 4 ans. 2021, c'est le ministre de la Défense. Même, on s'en souvient pas, mais Manu, tu l'as rappelé, mais en 2024, il fait un très bon début de saison. Avec une Red Bull qui est encore au niveau. Donc évidemment, sa cote est un peu rehaussée, peut-être celle de Ricciardo aussi. Voilà, alors maintenant, c'est peut-être une chance pour Adjar de ne pas être promu aussi vite, parce que sa carrière aurait pu être détruite d'emblée. Et puis voilà, c'est clairement, il gère les pilotes, mais ils tiennent responsable les pilotes, et eux-mêmes se voient comme irresponsables. À un moment donné, c'est peut-être pas les bonnes têtes qui tombent, quoi. J'ai fait on a publié un long article sur NextGen justement là-dessus, sur la manière dont Red Bull reproduit les mêmes erreurs depuis, quasiment depuis la création de son équipe en termes de management de la deuxième voiture, parce que c'était déjà le bordel quand ils sont arrivés en 2005, et surtout le même schéma de on prend un pilote qui n'a pas d'expérience, on le promeut, une fois que c'est pas suffisant, on le remplace par un pilote qui n'a pas d'expérience, etc., etc. Et en fait, ça marche jamais. Puis désolé, le bilan de Marco, c'est quoi? Verstappen, on l'a dit, c'est pas vraiment un pilote Red Bull, il a été pris au dernier moment. C'est Vettel en fait. Et Vettel, c'est 50%, parce qu'il était quand même un peu 50% de BMW. C'est ça. Voilà, le reste, on a l'impression soit ça ne marche pas, soit on ne leur fait pas confiance. Quand on compare, on regarde les Mercedes. Leurs deux pilotes, ils viennent d'où? Voilà. Ils viennent de leur filière. Donc voilà, c'est un mauvais management. Le management des pilotes et l'ingénierie, c'est deux choses totalement différentes, pour reprendre un commentaire. C'est ça. Et moi, c'est vrai que je pense que alors c'est sûr qu'on savait déjà que l'âge d'or de Red Bull était touché à sa fin l'an dernier, on le voyait, mais là, c'est vrai que cette année, ça va être très compliqué. Et encore, quand il va falloir placer des évolutions dans la voiture, l'an dernier, on a vu que c'était pas toujours réussi du côté de Red Bull, quoi. Et surtout maintenant qu'ils ont perdu, comme tu disais, pas mal d'ingénieurs. Effectivement, dans le chat, Milton Lemax parlait du départ de Rob Marshall, qui est sous-coté comme un des gros problèmes de Red Bull. Mais effectivement, je pense que quand on voit l'inversion des tendances chez Red Bull et McLaren, il n'y a pas de coïncidence. Et puis d'autres, et puis New Way, ça reste quand même une valeur sûre, et c'est aussi pour ça que le projet Aston Martin doit certainement tourner dans la tête de Verstappen. Donc voilà, en tout cas, après les performances de Verstappen, effectivement, il n'y a absolument rien à dire sur le début de saison. Il est toujours au rendez-vous, il est toujours excellent. Il a appris en plus maintenant que quand il est 4e ou 5e, il faut juste prendre son mal en patience et marquer 10 ou 12 points. Et ça, c'est vrai que c'est une des forces qu'il n'avait pas jusqu'en 2024, je pense. Et puis, il est détendu. Alors, il n'est pas du tout en colère. Il y a d'une détente. Non, franchement... Verstappen 2025, il est vraiment top. Il a dit qu'il ne peut pas faire mieux, donc voilà, au bout d'un moment, si c'est mais avant, il s'énervait. Mais on est aussi face à un Verstappen qui résigné. Il est un peu résigné, et puis il a déjà 3 titres de plus que son objectif principal de la F1, qui était d'être champion du monde. Et je pense qu'aujourd'hui, maintenant, il sait il sait que comme tout pilote, il traverse une phase qui est compliquée. Il n'y a pas de pilote qui n'a pas de phase compliquée dans sa carrière. Et voilà, il le sait, il le vit. Et je pense que par contre, effectivement, en interne, ça doit quand même chauffer, parce que je pense qu'il y a certains débriefs qui doivent être un peu tendus. Et je ne serais pas étonné du tout que, effectivement, la décision pour lui soit une sanction sur Red Bull avec un départ dans une autre équipe. Oui, mais Hamilton et Cyr, ils savent ce qu'ils font, effectivement, c'est sûr, mais dire tout va bien, c'est faux. Enfin, je veux dire, tout va pas bien, parce que la voiture marche de moins en moins bien. Faut pas oublier que c'est quand même une équipe qui gagnait 21 courses il y a 2 ans, et là, dont 19 pour Verstappen, et là, ils sont pas partis pour gagner beaucoup de courses. Ils vont en gagner sûrement, mais voilà. Et dans tous les cas, ils ne jouent pas le titre constructeur, déjà ça c'est réglé, et le titre pilote, ça va être très compliqué, puisque quand tu n'as qu'une voiture devant, faut pas oublier que c'est bien d'avoir plusieurs stratégies, comme il le dit et tout ça, comme il le dit Helmut Marko, mais pour l'instant, ils sont pas du tout dans la capacité d'avoir un pilote qui suit Verstappen de près, donc ils n'auront jamais l'avantage stratégique sur McLaren, Ferrari et Mercedes. En face, ils ont 3 équipes qui ont 2 pilotes quasiment au même niveau, donc dans tous les cas, ils sont perdants. Après, on peut prier pour Tsunoda pour que ça se passe bien pour lui, évidemment. Personne ne souhaite du mal à Tsunoda, et voilà. Et d'ailleurs, ce serait un moyen pour lui de sauver un peu sa carrière, parce que s'il se débrouille bien chez Red Bull cette année, il sera très certainement reconduit, parce que rappelons-nous quand même que c'était à peu près la dernière année de Tsunoda chez Racing Bulls normalement, puisque Honda
s'en allant chez Aston Martin. Aston Martin ayant ces deux pilotes, au moins deux pilotes sûrs sous contrat en 2026, Tsunoda n'aurait pas eu de baquet l'année prochaine. Donc Tsunoda maintenant c'est un peu c'est l'opportunité effectivement de faire décoller sa carrière, celle qu'il voulait vraiment avoir. Donc maintenant, toutes les cartes sont entre guillemets entre ses mains, même si cette Red Bull elle est un peu particulière à piloter. Il a l'air de s'en accommoder en tout cas dans le simulateur, il n'y a rien qui l'a choqué. Alors bon, espérons vraiment qu'il n'est pas allé au bluff en disant ça. Et que la corrélation est bonne. Et que la corrélation est bonne effectivement et qu'il s'en sorte bien. Et je pense que tout le monde sera ravi de voir qu'un deuxième pilote autre que Verstappen est capable de bien piloter cette RB21. Maintenant, je suis très étonné qu'avec tous les datas que Red Bull a avec ces deux équipes, ils n'aient pas pointé du doigt Tsunoda comme étant le meilleur équipier possible. Ou peut-être qu'ils l'avaient fait, mais comme ce n'est pas un produit de la filière Red Bull, mais un produit de la filière Honda, ils ont préféré effectivement tenter le coup avec Lawson. Finalement, ça n'a pas marché. Et bien, on met son ego de côté et on titularise de Tsunoda. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Les déclarations de Lawson en décembre 2024. J'ai passé beaucoup de temps à développer cette voiture Red Bull. Sur le plan de pilotage, je pense bien comprendre son comportement. Je ne crois pas totalement à l'idée que telle voiture ne correspond pas à ton style de pilotage. En tant que pilote, nous sommes des professionnels. Nous devons nous adapter à ce que nous conduisons. Voilà. Il a un discours tout à fait contraire à... Et ce qu'il disait chez Red Bull, c'était si je fais une erreur, il m'explique très précisément ce que je peux améliorer. Et je suis là, et c'est ce que je suis là pour apprendre. C'est ce que Red Bull me dit, disait-il à l'époque. Bah, il est toujours là pour apprendre, mais du coup dans une autre équipe. Après, c'est vrai qu'il y a un scénario, parce qu'on parlait de Aston Martin qui aura Honda comme motoriste l'an prochain. Il y a un scénario totalement fou dans lequel l'an prochain, Aston Martin se retrouve avec le duo de pilotes de Red Bull. C'est-à-dire qu'ils vont recruter Verstappen et Tsunoda, et ils vont dégager Stroll, ils vont payer Alonso. Et voilà, et Alonso finira chez Red Bull évidemment. Non, mais là. Avec Stroll, il va vouloir l'emmener dans ses valises. Mais non, mais c'est vrai que. C'est pas impossible en plus. Hein. Alonso et Horner, juste l'année où Red Bull aura le pire moteur. JP3 engine, JP3 engine. Formula 2 engine. Comme d'habitude. Même Formula Ford engine. Il va dire. Ah oui, c'est une Formule Ford. Formule Ford. C'est la Alonso. C'est ça. C'est ça. La Alonso mania. Bonne nouvelle chez Red Bull. C'est pas un Ford comme on met dans le dos, Formula Ford. Ah ouais, non mais ça franchement, malheureusement, ce serait possible dans les cordes d'Alonso de faire un choix. Ah ouais, complètement. Alors, nous avons fini la troisième équipe, nous allons donc parler de la quatrième équipe qui est Williams. Alors là, je pense que c'était dans le bingo de personne après deux courses. Tu t'es planté, hein? Non, bah dessus, attends, les essais hivernaux quand même. Les essais hivernaux étaient bons, c'est vrai, mais après il faut convertir. La quatrième. Il faut convertir en course, et c'est ce qu'a fait Williams. Enfin, c'est ce qu'a fait Alex Albon particulièrement, avec une 5e place en Australie, une 7e place en Chine, donc 9e à l'arrivée, mais c'est promu par les disqualifications des Ferrari. Un peu plus compliqué pour Carlos Sainz, qui a abandonné au Grand Prix d'Australie sur une sortie de piste sous safety car. Alors ça, j'y reviendrai, parce qu'il a réussi à tourner le narratif à sa faveur d'une manière... Parce que la communication, je ne sais pas comment il a fait ça. Et 10e place sur tapis vert en Chine après la disqualification des Ferrari et de Gasly. Donc il gagne 3 places pour atteindre la 10e place. Donc c'était quand même pas terrible non plus. Le fait est qu'avec les 17 points des deux, ils sont 4e au championnat. Et surtout avec une FW47 qui marche bien, qui marche très très bien. Et un Albon pour qui j'avais peur, parce que je me disais, face à Carlos Sainz, ça va être quelque chose. Et puis en fait, il l'a totalement muselé dès le début de saison, Alex. Ah bah oui, c'est vrai moi aussi, je suis clairement surpris en bien Albon qui s'affirme taille patron et qui augmente clairement sa cote dans le paddock, parce qu'il n'avait pas eu l'occasion de se mesurer à des grands pilotes, et c'est pas faire injure à Sargent ou même à Colapinto, voilà, sans parler de Latifi que de dire cela, mais voilà, sa cote elle est très très haute. La Williams, là aussi ça confirme les essais hivernaux, hein.
tous les commentaires qu'on a vus sur la Williams comme meilleure des autres, ça s'était clairement confirmé. On a une voiture saine qui est légère, un management qui est aussi sain. Alors clairement, ça ira pas chercher des podiums, en tout cas pas à la régulière, mais c'est déjà des points énormes qui ont été marqués par Albon, hein, plus que surtout l'année dernière déjà en 2 Grands Prix. Heureusement qu'ils ne préparent pas 2025, hein, parce qu'ils étaient censés concentrer leur force sur 2026. Alors à voir à quel rythme cette Williams-là évoluera. Hein. Je pense que c'est possible qu'elle descende dans la hiérarchie. Mais ouais, bonne top équipe, top pilote, James Walls, moi je suis un grand fan. Effectivement, ces Sainz ont pensé que l'adaptation serait difficile, mais peut-être pas que le différentiel entre les deux pilotes soit aussi important. Ouais, et c'est vrai qu'en plus Albon était malade, il avait une gastro je sais pas quoi en Chine, donc en fait sa performance est d'autant plus remarquable. Celle en Australie était imparable, et donc oui je voulais quand même, parce que Carlos Sainz effectivement a des difficultés et a fait une erreur, donc il est sorti de piste à Melbourne sous safety car. Et alors, normalement, les pilotes qui sortent sous safety car quand ils sont expérimentés, parce que ça arrive aussi à d'autres, mais c'est des débutants, on se rappelle de Grosjean, quand un pilote sort sous safety car, il est moqué pendant environ une période qui va de 2 mois à 12 ans. Donc c'est ce qui est le cas pour Grosjean, puisque tout le monde se fout encore de sa gueule pour ses sorties de piste sous safety car. Et Carlos Sainz, lui, il a dit en gros que il y a tout un narratif autour de lui comme quoi, du coup, grâce à son erreur, parce qu'il avait un souci de couple qui s'est trop déclenché rapidement et tout ça, et il a pu aider Alex Albon à finir la course bien et à finir 5e. Donc voilà, je trouve que c'est assez impressionnant en termes de com. Et on voit aussi que, parce que mine de rien, c'est quand même la force de Carlos Sainz, c'est que c'est une machine de communication entre son père, entre son cousin qui est un manager ultra strict, entre lui qui a une très bonne image parce que c'est quelqu'un de très sympa, et entre avec sa faculté d'arriver à avoir des bons résultats parfois surprenants. On se rappelle de sa première victoire qui est passée comme un truc incroyable alors que c'était pas son meilleur week-end. Et là c'est pareil, il arrive encore à totalement mettre la poussière sous le tapis en disant sa sortie sous safety car et n'est pas, tout le monde a déjà oublié. Et finalement les critiques sont pas ultra violentes envers lui alors que son début de saison est quand même vraiment très compliqué. Donc là-dessus voilà, je voulais le féliciter au moins pour ça. Et après, je m'inquiète pas pour lui, c'est un excellent pilote et je pense que quand il va prendre le rythme, il va se remettre dans le bain et il va être au niveau d'Albon. Mais c'est vrai que je m'attendais pas, ouais, comme tu dis, à ce que le différentiel soit aussi élevé en début de saison. Franck, toi chez Williams, comment vois-tu les choses évoluer? Albon au top, effectivement. Là, de ce côté-là, il n'y a pas trop. Moi, j'avais pas trop de crainte pour Albon, en fait. Je voyais plutôt les deux pilotes assez au coude à coude, quand même. Parce que je tiens Albon dans une assez haute estime. Mais effectivement, Sainz, bon, il s'est quand même dit, voilà, là, je comprends pas, il retrouve pas du tout la sensation qu'il avait avec la Williams pendant les essais. Où, effectivement, on rappelle quand même qu'il avait fait le meilleur temps absolu des essais à Bahreïn. Mais voilà, il a clairement dit, il a pas retrouvé cette sensation qu'il avait avec la Williams sur ses 2 premières courses. Alors. Son équipe essaie de le rassurer aussi, hein. Voilà, c'est une question d'adaptation aussi, de procédure, voilà, de bien communiquer aussi sur notamment les moments en qualif aussi. Pour l'instant, la communication peut-être passe pas encore de manière optimale aussi sur les stratégies à adopter. Donc voilà, c'est encore des petits réglages à faire en termes d'intégration, d'adaptation. Je me fais pas trop de soucis non plus, voilà, pour Carlos Sainz non plus. Je pense que voilà, c'est malheureusement 2 courses de suite une qui se finit malheureusement, effectivement, comme tu as dit, dans le mur sous la voiture de sécurité, parce qu'effectivement le passage de rapport a provoqué un petit surplus de couple juste au moment où il avait une roue sur la ligne, sur une ligne de pince, donc du coup voilà, c'est parti en toupie. Bon, l'équipe a accrédité sa théorie, donc bon, après, voilà. Oui, non, mais là-dessus, c'est vrai ou pas, voilà. En tout cas, c'est la version officielle des deux, et ça a été pris comme tel, et voilà, et personne n'en a tenu rigueur, effectivement, comme tu dis, à Sainz. La Chine, c'était quand même plus compliqué, donc ouais, j'attends de voir sur Suzuka notamment, où il est quand même plutôt à l'aise en général, donc on va voir sur un circuit, on va dire, plus traditionnel, qui connaissent quand même beaucoup plus, avec le Shanghai cette année en plus était resurfacé, donc il n'y avait plus les mêmes repères encore que l'année dernière, puisque les voitures ont quand même été 3 secondes plus vite, hein, je crois, cette année, oui, par rapport à l'année, donc c'est quand même un sacré gap qui peut vous amener à revoir vos réglages par rapport à vos bases, en tout cas d'études, des données de l'année précédente. Donc voilà, Suzuka lui a pas bougé, toujours le même circuit, un circuit de grands pilotes, voilà, de grand pilotage en tout cas. Donc voilà, à voir là-bas si ça se confirme. Mais voilà, on va
pas tirer, on va pas faire comme Red Bull à éliminer Sainz au bout de 2 courses, quoi. On n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça chez Next Gen. Non, on va laisser du temps, on laisse le temps, parce qu'effectivement, on se rappelle que la F1 est quand même un sport particulièrement complexe, et même pour des pilotes qui ont de l'expérience, hein, ça n'empêche rien. Mais voilà, c'est vrai que des fois, c'est un peu le genre de surprise qu'on a, et là, c'est le cas. Williams, c'est globalement une surprise dans ce début de saison. Après, à voir effectivement comment ça va. Là, on a 3 courses en 3 semaines, hein, donc les choses ont le temps d'évoluer rapidement. Nous, on se retrouvera les 3 prochaines semaines d'ailleurs, mais effectivement, les vérités d'aujourd'hui seront sûrement plus les mêmes dans 3 semaines. Mais ouais, c'est assez impressionnant, et moi je trouve que finalement, j'ai l'impression que ce début de saison de Williams, c'est l'aboutissement de ce qu'on voit depuis l'arrivée de James Vowles, en fait, avec une équipe qui progresse beaucoup en coulisses, dans ses process, dans la manière de fonctionner, dans sa gestion logique, dans les outils, dans ce genre de choses, et puis voilà, une gestion positive, une gestion qui est quand même plutôt tournée vers l'humain, et finalement, encore une fois, ça fonctionne comme on le voit chez McLaren, comme on le voit chez Ferrari, où c'est des équipes qui ne blâment pas. On voit chez Red Bull. Non, pardon. Alors tu vois, c'était là où j'allais en venir, mais finalement tu m'as devancé. Mais c'est vrai que les équipes qui fonctionnent comme ça sont très stables aujourd'hui, notamment dans une époque où la F1 est particulièrement violente avec ses employés en termes de planning. Non, l'étoile polaire, je dis dans 3 semaines, je dis dans 3 semaines parce qu'il y aura eu 3 Grands Prix en 3 semaines, donc les choses auront beaucoup évolué. Mais on va se retrouver dans les 3 prochaines semaines. Hein. On se retrouve la semaine prochaine pour Suzuka, la suivante pour Bahreïn et la troisième pour... ça se trouve, on aura eu 2 nouveaux pilotes chez Red Bull d'ici. En fait, il y aura Alonso et Stroll, et Verstappen et Tsunoda seront déjà chez Aston Martin. C'est parti, c'est ça. Donc voilà, non, mais c'est vrai que c'est effectivement assez intense ce début de saison, puisqu'il y aura eu au final 5 Grands Prix en 6 semaines. Après Williams, parce qu'à part ça, il n'y a pas spécialement de nouvelles du côté de Williams. On va passer à Ferrari. Alors Ferrari, c'est un peu... c'est la déception sans l'être, c'est-à-dire que la voiture est plutôt bonne, les pilotes sont déjà à un très haut niveau, mais le bilan, c'est 17 points en 2 courses, 5e au championnat. Lewis Hamilton termine 10e au Grand Prix d'Australie, et Charles Leclerc termine 8e. Donc ça, c'était une mauvaise stratégie sous la pluie qui les avait amenés là. Et en Chine, ils terminent 4e et 5e et se font disqualifier après, au lendemain de la victoire d'Hamilton en sprint, ce qui était quand même la bonne nouvelle pour Ferrari. Donc, beaucoup de points. Là, on parlait tout à l'heure des points enlevés chez McLaren par les pilotes. Là, c'est beaucoup de points enlevés par l'équipe. Hein. Alors, c'est pas grand-chose, les disqualifications. Il y a une voiture qui est 1 kg sous la limite du poids et une voiture qui est 7 mm, je crois. 5 mm. 0,5 mm. Oui, pardon, 0,5 évidemment. Millimètres sous la limite de d'usure de la planche. D'un patin, ouais. Voilà, du patin. Donc, c'est pas de bol. Ça peut arriver et c'est pas grave dans le sens où c'est pas quelque chose qui est fondamental. Mais par contre, pour une équipe qui vise le championnat et qui du coup accuse déjà énormément de points de retard sur McLaren, c'est un petit peu inquiétant. Et même si tout le monde fait poker face en public, je pense que dans les débriefings, ça va être un peu plus tendu. Après, Manu, tu as dit que la voiture était bonne, voire très bonne. Je trouve optimiste quand même. Parce que la vérité, c'est que à Melbourne, c'était quand même décevant et la course était très particulière. En Chine, c'est excellent au sprint, mais les réglages ont tout foutu en l'air et en course, Ferrari était plutôt la 4e force. Donc, elle a l'air d'avoir un beau potentiel, mais comme c'est dans les commentaires, un petit peu capricieuse aussi. Donc, je suis pas tout à fait non plus rassuré à jamais sur cette saison. Je pense que ce serait une bonne voiture, mais est-ce qu'elle n'est pas un peu instable ou capricieuse ou voilà. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être une voiture gagnante. Hein. Une excellente gestion des pneus quand même. Bien meilleure que la concurrence, au moins, à part peut-être McLaren. Mais, Ah oui, le sprint d'Hamilton, d'ailleurs, on l'a bien démontré. D'ailleurs, quel dommage qu'il ait changé ces réglages. Après. Il faut qu'il fasse beau, qu'il ait une bonne stratégie, que les réglages soient bons pour que Ferrari performe, ils feront P3 championnat du constructeur. Non, après, moi, je vais rester optimiste aussi comme Manu. Je pense qu'effectivement, la Ferrari n'est pas larguée. C'était déjà quand même beaucoup mieux en Chine qu'en Australie, soyons clairs. En Australie encore, rappelons-nous qu'avec le Paris, quand même, à un moment, Hamilton se retrouve en tête.
Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais si ça passait, c'était beau. Après, voilà, les circonstances de course ont fait que. Maintenant, en Chine, effectivement, sans une remise en cause des réglages après le parc fermé du sprint, Hamilton aurait quand même dû rester sur ses réglages initiaux. Et ça se serait un peu mieux passé, je pense, en course. Voilà. Alors, mais bon, ça, c'est toujours avec des si, on peut tout refaire. Mais effectivement, c'est pas à la hauteur d'une équipe comme Ferrari pour l'instant. En ce début de saison, je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce sujet, et on va espérer que la Scuderia se reprenne des Suzuka avec un Vasseur qui aura un peu remis un peu serré les vis un peu à gauche et à droite pour que on soit un peu moins brouillon, parce que je pense que c'est plus une question de choses un peu brouillonnes. Quand on fait tester Hamilton des choses que seul Leclerc a testé en essai et que c'était pas folichon, je me pose des questions quand même. Ferrari a pris 61 points de retard, a déjà 61 points de retard sur McLaren en 2 courses. Il en reste 22, t'inquiète pas, il y a encore 5 sprints. Ça fait quand même lourd, c'est vrai que ça pesait lourd si la saison est serrée, quoi. Et Leclerc et Hamilton en 30 entre Norris et Piastri, il vaut bien s'accrocher 2-3 fois, pour le plus grand bonheur de Manu. et puis ça le fera. Je ne ferai aucun commentaire sur cette attaque. Écoute, ça arrivera bien au bout d'un moment. S'ils sont tous les deux, je vois pas comment ça peut se faire 22 courses à se disputer tous les deux sans qu'il y ait le moindre accrochage. Ce serait inédit dans l'histoire de McLaren en tout cas, parce que chez McLaren quand même, ils sont quand même plutôt réputés pour. C'est quoi déjà le prochain Grand Prix? Ah oui, Suzuka, oui, en plus. Chut. Non, mais par contre, Ferrari, moi, ce qui m'inquiète pas pour eux, c'est qu'il faut pas oublier qu'ils ont fait un gros changement de conception sur la suspension avant, qui est une suspension à tirant. Ils l'ont dit dès le départ, c'est-à-dire que la voiture avait un plus gros potentiel, mais qui mettrait un peu de temps à l'exploiter, puisqu'en fait, les flux aéros sont différents. Le comportement de la voiture est très différent, et du coup, les réglages sont très différents. Donc, là où je m'inquiète pas pour eux, c'est que je pense que les tatillons, enfin le fait qu'ils soient un peu tatillons comme ça en ce moment et que ça marche pas très bien, c'est aussi beaucoup d'exploration pour justement réussir à mieux régler cette voiture. Alors oui, effectivement, MMG, le vrai problème, c'est la suspension arrière, mais elle est aussi dépendante de la manière dont la suspension avant fonctionne. Enfin, je veux dire, c'est interdépendant. Donc dans tous les cas, le jour où Ferrari comprendra mieux sa voiture, la suspension arrière, qui certes semble être un peu un problème, ne sera normalement pas catastrophique. Et effectivement, le jour où on voit déjà avec le sprint en Chine que quand les réglages sont bons, la voiture est extrêmement performante et surtout qu'elle bouffe pas les pneus. Et ça, dans la F1 moderne où les écarts sont très serrés et où finalement les qualifs comptent un peu moins, c'est le meilleur atout qu'une équipe puisse avoir. Donc elle bouffait ses pneus de la même façon pendant le Grand Prix, alors que les réglages n'étaient pas optimaux. Oui. Donc c'est aussi ça qui fait dire qu'il y a plus de potentiel, quoi. C'est Leclerc qui a dit que quand même, on est allé un peu dans le sens inverse. Il y a 2-3 ans, la voiture était très forte en qualif et moins en course. Là, c'est plutôt l'inverse. Et cette année, les qualifs comptent quand même plus qu'il y a 1 an ou qu'il y a 2 ans, parce que le règlement évoluant, les perturbations aéro sont quand même plus importantes. Et on a vu par exemple Norris qui n'a pas vraiment pu aller chercher Piastri aussi, où la pole de Piastri a fait toute la différence. Donc c'est vrai que l'ADN, cette voiture-là, a évolué et Leclerc s'en inquiétait un peu publiquement. C'était même en 2022 où leur grand truc c'était on va rendre la voiture plus rapide en qualif. Finalement, elle était plus rapide en qualif mais moins en course. Donc là il y a peut-être un autre équilibre à aller chercher, je sais pas, mais bon, évidemment il y a pas le feu et oui ils ont un bon potentiel, mais ouais, là on a quand même 2 grands prix, 2 échecs. Ouais, c'est vrai que c'est effectivement sur le plan comptable et le plan résultat brut, ça c'est un très mauvais début de saison. Mais voilà, après il y a pas. Et félicitations à Hamilton quand même, qui s'est quand même mieux intégré que c'est que je pensais, qui est tout de suite rapide et au niveau. Donc quand même chapeau à lui, parce que c'est un tel changement que tout Hamilton que tu t'appelles, c'est vraiment il apprenait encore des boutons du volant, des termes, il a appris des nouveaux mots, il a changé de vocabulaire. Il s'est même pris un carnet. Un carnet entier pour noter tous les nouveaux mots qu'il devait apprendre sur son volant ou autre. Donc c'est vraiment un énorme travailleur, Hamilton, évidemment. C'est vraiment un énorme boulot. Donc c'est déjà
vraiment très très fort d'être là où il est. Regardez Saints, voilà, par exemple. Ouais. Il sait toujours pas dire Hammer Time en italien, mais bon, ça. Faudrait qu'il trouve le mot comme il faudra. Je sais pas comment on dit marteau en italien. Ah, peut-être Alex doit savoir ça, non? Tu fais pas un peu d'italien? Je sais pas. Martillo, mais ça c'est en espagnol. C'est là qui parle italien. Martello. Martoni. El Martoni. Tempo Martoni. Tempo Martoni. C'est le temps du Martini. Allez hop. Effectivement, c'est vrai que comme dit Harry Portier, il faut aussi apprendre plan A, plan B. Ah oui, plan Z chez Ferrari, effectivement. faut bien connaître son alphabet chez Ferrari. Voilà, donc en tout cas, la Scuderia qui effectivement, bon, ça reste quand même, pour moi, ça reste quand même la plus grosse concurrence à McLaren si ils arrêtent leurs errements en fait, et sinon effectivement, ça va être un peu plus compliqué pour eux et ils vont se retrouver en lutte avec Mercedes au lieu d'espérer viser les titres. C'est ça. Alors, on peut mieux faire. À Choum, il n'y aura pas le Welcome Back to You puisque la personne qui arrêtait pas de le dire, elle n'est plus là. Donc c'est, il y a eu des changements qui font qu'on a plus ces phrases un peu bateau. Si, par contre, on a du water parce qu'il y a du water, mais bon, ça c'est le running gag. Et Wario Zero nous dit que Hammer Time en italien se dit Tempo di Martello. Voilà. Tempo di Martello. Merci pour cette information. On va passer à une autre équipe motorisée par Ferrari qui a eu aussi deux courses assez différentes. C'est Haas. Qui pointe 6e au championnat, malgré une entame de saison alarmiste, voire catastrophique en Australie, avec la 13e place d'Ocon, la 14e de Berman, alors qu'il y avait quand même eu 5 ou 6 abandons, je crois que ils étaient quasiment derniers. Donc ça avait très mal commencé, au point que l'équipe craignait d'avoir une voiture, pensait avoir une voiture cassée, tellement la voiture ne fonctionnait pas comme prévu. Et puis, en Chine, le miracle c'est accompli progressivement et Ocon a terminé 7ème, puis a été classé 5ème après la disqualification des Ferrari, et Berman termine 8ème, donc une grosse moisson de points pour Haas qui remonte à la 6ème place et qui se rassure un peu aussi. Alors l'inquiétude pour eux maintenant, c'est de savoir quelle course était un one-off et quel est le niveau de la voiture. Là aussi, eux, c'est pareil, au cours des 3 prochaines semaines, ils auront beaucoup plus de réponses, puisqu'on aura 3 circuits encore bien différents des 2 qu'on a eu. Mais pour l'instant. Petite info, ils vont sortir une petite évolution pour Suzuka sur une des 2 voitures pour tenter de comprendre leurs problèmes d'oscillation aérodynamique à haute vitesse. Voilà. L'article sortira demain sur nextgenauto.com. Voilà. Et sur Nextgen Auto, vous pouvez retrouver aussi la livrée spéciale que Haas aura ce week-end avec des fleurs de cerisier, le Sakura. C'est ça. Ce que vous ne retrouverez pas sur nextgenauto.com, ce sont les pit babes et les pit girls. Et les girlfriends des pilotes qui sont sur un autre site que nous ne citerons pas. Voilà. N'oublions pas que c'est toujours un running gag amusant. En attendant, Haas, alors effectivement, déjà très belle adaptation des 2 pilotes quand même, qui font des performances solides. Berman a fait un week-end. Alors c'est vrai que le week-end en Australie était très compliqué pour Berman avec plusieurs sorties de piste. Mais finalement, ça s'est quand même bien passé en Chine et Ocon était lui solide tout le long des 2 courses. Donc il y a quand même des motifs de satisfaction et en tout cas un peu moins de motifs d'inquiétude qu'au soir du premier Grand Prix, Franck. Oui, alors clairement l'Australie, grosse douche froide pour Haas, comme tu l'as dit, avec Berman en plus qui cumulait les erreurs. Des sorties de piste très rapidement, très peu de temps en essai libre pour effectivement comprendre sa voiture, surtout aussi des données à Haas. Et puis ce problème d'oscillation aérodynamique qui est apparu parce que quand ils ont commencé à décharger la voiture, en fait, ce qu'ils n'ont jamais fait lors des essais hivernaux, puisqu'ils ont continué sur la même stratégie que l'an dernier, c'est-à-dire de rouler tout le temps avec le plein ou quasiment, histoire de vraiment maîtriser les pneus, la gestion des pneus, tout ça. Parce qu'ils se sont dit, de toute façon, le niveau intrinsèque de la voiture, on ne va pas le changer en essais hivernaux. Donc on le verra au moment d'enlever l'essence en Australie. Et ouais, là ils ont vu du coup. Et ils ont vu que c'était vraiment pas bon. Et voilà, et du coup ils sont remontés effectivement à des problèmes de corrélation, notamment entre la soufflerie et la piste. Et voilà, et ça s'est mieux passé effectivement en Chine. Alors est-ce que c'est grâce à une piste moins bosselée? Est-ce que c'est grâce au resurfaçage?
Il y avait aussi il y a pas trop non plus de virages à vitesse très élevée en Chine, ce qui va pas être le cas du tout contrairement à Suzuka. Donc là, Komatsu, ça tombe un autre défi pour la VF25, donc c'est la monoplace de Haas. Et donc voilà, donc un test sur une monoplace, je suppose que ça va être celle d'Esteban Ocon. Je pense que vraiment la priorité, c'est quand même au pilote le plus expérimenté pour tester des différentes choses. Mais ouais, heureusement, voilà, gros rattrapage en Chine. Mais en fait, c'est des oscillations. Alors, je parle pas des oscillations aérobiques, des oscillations de performance entre les équipes auxquelles il va vraiment falloir s'attendre, parce qu'on, comme je l'ai dit en début d'émission, on n'est plus sur du 1 seconde de gap entre les 20 voitures, on est sur du 6 à 8 dixièmes maintenant. Ouais. Et là, pour le coup, la moindre petite bêtise, le moindre petit réglage qui dévie de la chose, la moindre petite erreur de pilotage, c'est sanction directe. Je dis pas que vous passez de la 2e à la 20e place, mais c'est peut-être très facile effectivement de passer de la Q3 à être éliminé en Q1 pour une toute petite bêtise. Et tant mieux, c'est la Formule 1 qu'on veut voir. Donc s'il y a vraiment une oscillation de performance des équipes comme ça dans le peloton, bah, ça va être génial à voir aussi. Après, si c'était encore plus proche des top teams, ce serait encore plus beau. Bon, de là à voir As gagner un Grand Prix, c'est pas demain la veille, mais en tout cas, ouais, super Formule 1 aussi, quoi. Donc, il faudra s'attendre peut-être à revoir Esteban Ocon un 20e sur certains Grands Prix, comme il pourrait être 5e ou 6e sur d'autres. Donc voilà, on souhaite juste à As de trouver ce qui va pas sur cette voiture. Et non, c'est vrai qu'on était tous très inquiets après l'Australie où Komatsu disait il y a quelque chose de cassé sur notre voiture. Et là, on s'attendait pas à ce que ce soit évidemment un Grand Prix aussi réussi pour Ocon et pour Berman, qui étaient là au rendez-vous, qui ont tout fait bien sur le plan opérationnel, de la stratégie en Chine, et qui, mine de rien, ont mis 14 points dans la banque. On a eu finalement 2 Grands Prix où les équipes du midfield ont marqué beaucoup de points. Sauber, on va en parler, mais a déjà marqué plus de points que sur tout l'an dernier. Il n'y a que Alpine et Racing Bull qui n'ont pas profité de ces occasions. Et là encore, à la régulière, si jamais on a vraiment 4 équipes qui verrouillent les 8 premières places, comme c'est, enfin, en tout cas 7 pilotes qui verrouillent les 8 premières places, il va y avoir des petits points qui vont être marqués à chaque fois. Donc c'est 14 points, il risque de coûter cher. Et pour mémoire, après le 2e Grand Prix de la saison l'an dernier, c'est-à-dire après le Grand Prix en Arabie Saoudite, le 5e du classement, c'était Aston, ils avaient 13 points. Et As, c'était 6e, ils avaient 1 point. Là, ils en ont 14 et toutes les autres équipes n'avaient inscrit aucun point. Donc, ces 2 premières courses, c'est le risque de peser cher dans la balance en fin de saison du midfield, très clairement, parce que même l'an dernier, si vous prenez les classements de l'an dernier, les 7e, 8e places, elles se sont jouées autour de la 50aine de points. Et en 2 Grands Prix, quand vous avez déjà 14 points, ça compte. C'est clair. C'est ça. Effectivement, c'est vrai que c'est déjà un bon point pour As. Voilà, donc après, c'est vrai que eux, il faudra maintenant confirmer effectivement les bonnes performances entrevues en Chine. Mais oui, de toute façon, comme tu le disais, je pense que c'est des équipes qui sont tellement dans dans le ventre bout du peloton, mais qui du coup est encore plus serré que le moindre non-optimisation de la voiture va être sanctionné immédiatement. En parlant de ne pas optimiser la voiture, on va parler d'Aston Martin. C'est un petit tacle comme ça. Avec alors finalement un bilan plutôt positif pour Lance Stroll en début de saison, puisqu'il termine 6e en Australie et 9e en Chine, donc 2 entrées dans les points pour le Canadien, pendant que du côté d'Alonso, comme vous voyez à l'écran, c'est pas terrible avec 2 abandons. Malheureusement, c'est pas forcément de sa faute, mais début de saison très compliqué pour Alonso, et puis globalement une voiture qui n'est pas très mauvaise, mais qui est surtout pas très bonne. Et difficile à viser les points à la régulière pour Aston Martin. Et encore une fois, ils ont de la chance d'avoir des pilotes qui gèrent bien les pneus. C'est ce qui a été quand même un bon point positif pour eux. Mais globalement, ouais, c'est un peu inquiétant aussi de ce côté-là. Alex ? Après les essais hivernaux, moi je m'attendais à potentiellement pire pour Aston. Donc c'est un petit peu mieux qu'espéré, je trouve. Donc c'est-à-dire ni très mauvais, ni bon. Heureusement que Stroll est là pour tenir la baraque, comme d'habitude. Qui l'eût cru. Mais en tout cas, voilà, si Stroll arrive à faire ses performances, c'est que c'est pas une base aussi dégueulasse qu'on pouvait le craindre. Mais c'est clairement pas enthousiasmant non plus. Plus que 22 Grands Prix pour Fernando avant 2026. C'est une saison qui risque d'être longue, mais voilà, moins dégueulasse que prévu.
Ouais, c'est dans le ventre mou, hein, mais là, dans le mauvais. Bon, après, on s'y attendait aussi un petit peu, hein, même si Aston Martin voulait un petit peu redresser la barre comme problème de fiabilité du coup sur les freins d'Alonso donc en Chine, ce qui lui coûte toute la course quasiment. Donc peu de data aussi engrangée sur un circuit quand même qui est quand même assez intéressant en termes de caractéristiques qu'on peut retrouver plus tard sur la saison. Moi je mets quand même encore une petite alerte là pour le coup sur le niveau de forme d'Alonso quand même, puisqu'il a révélé du coup qu'il avait quand même encore couru avec un souci médical, puisqu'il avait un nerf pincé, donc il avait dû courir même avec une cervicale, ce qu'on n'avait même pas pu voir en fait, puisque comme il est abandonné directement à son garage, personne ne l'avait remarqué, donc ça fait comme beaucoup de petites blessures, hein, le dos, l'épaule, le cou, les nerfs. Ça commence un peu à marquer les signes de l'âge, hein, qu'on le veuille ou non. Et après, il reste performant en piste et tout ça, personne ne le nie. Mais en termes d'endurance, de forme physique et tout, est-ce qu'on commence pas à atteindre un palier qui est un peu trop juste pour la suite. Donc, il a dit lui-même, hein, s'il se sent plus assez rapide, plus assez en forme pour le faire, il stoppera de lui-même. J'ai peur qu'il fasse la saison de trop, quoi. Voilà, c'est un peu ça le problème. Maintenant, je comprends sa volonté de tenir et de voir ce que Aston Martin et Newey peuvent sortir en 2026, pour une fois qu'il a l'occasion de bosser avec Newey. On va pas lui enlever, mais comme tu dis, Alex, il y a 22 grands prix à tenir avant d'en arriver là. Et 22 grands prix à faire sans se blesser, en essayant peut-être même de regagner un peu de forme physique. Voilà, moi, c'est mon point d'interrogation sur Aston Martin. Il est plus sur Alonso, sa motivation et sa forme physique, que sur la bagnole qui finalement, on sait très bien, hein, c'est plus du tout la priorité, c'est 2026 à fond. Voilà, comme le dit John Smith dans le chat, effectivement, tant qu'il s'arrête pas toutes les 20 minutes pour aller pisser, c'est qu'il est pas trop vieux, donc ça c'est vrai aussi. Et c'est violent. C'est la violence. C'est violent, mais ça m'a fait beaucoup rire, donc j'étais obligé de le dire. Et c'est pas un système de boisson qu'il faudra. Il raccordera pas la paille au même endroit. Et de toute façon, rappelez-vous que selon le plan qu'on a déroulé tout à l'heure, Alonso sera plus chez Aston Martin l'an prochain, mais chez Red Bull. Donc voilà. Non, mais c'est vrai que pour lui, ça va être compliqué. Et on sait en plus qu'il est un petit peu du genre à s'énerver quand ça va pas et à s'impatienter quand les choses vont mal. Et les 2 années d'avant, ça partait mieux en fait. Donc le début de saison, elle donnait un petit peu d'espoir que la saison allait bien se passer. Là, malheureusement, le problème, c'est qu'il part sur des bases qui sont pas bonnes et que c'est une équipe qui, depuis 2 ans, n'arrive pas vraiment à bien faire évoluer ses voitures et en plus de ça, à révéler des problèmes de corrélation pendant les premières fois où la voiture était mise en piste. Donc, c'est pas du tout reluisant. Alors après, effectivement, de toute façon, eux, le plan, ça va pas être de faire évoluer cette AMR 25, mais justement, le plan de ne pas la faire évoluer, ça va être un petit peu compliqué, je pense. Mais en tout cas, effectivement, du coup, Stroll tient la baraque comme il peut, mais il la tient plutôt pas mal pour l'instant. Reste à voir combien de temps ça durera. Après, je pense quand même qu'il y aura quelques évolutions qui arriveront, parce que je pense que Newey et l'équipe technique dirigeante voudraient aussi voir comment les ingénieurs travaillent, qu'est-ce qu'ils sont capables de sortir en termes de production, de conception. Donc ça sera pas non plus une voiture qui restera sans aucune nouvelle pièce, mais ça sera un petit peu un crash test grandeur nature pour l'équipe d'ingénieurs, quoi, pour que Newey voit ce qu'ils sont capables de faire. C'est une bonne occasion de tester la nouvelle soufflerie. Oui, aussi, voilà. Un nouveau simulateur, donc qui seront décisifs pour l'an prochain. Donc ouais, ça peut être aussi un bon moyen de tester tout ça. Faut pas oublier qu'Aston a probablement peut-être pas loin d'avoir les meilleures infrastructures de toutes les équipes, hein, désormais. Grâce à Lawrence Stroll, hein, on peut quand même tirer un coup de chapeau parce qu'il a fait de ce qui était une équipe en faillite. Grâce aux dettes contractées par Lawrence Stroll. De toute façon, quand il investit, il faut faire des dettes. Hein, mais ouais, donc il a fait d'une équipe qui était à moitié une épave à la fin quelque chose d'high-tech et de flambant neuf. Donc, le quoi qu'il en coûte, version Formule 1, c'est Lawrence Stroll. Mais paradoxalement, Racing Point arrivait à faire des meilleurs résultats avec sa voiture, son équipe en miettes. Et dans une petite équipe, une petite usine. Faut pas oublier que de 2018 à 2020, ils sont 4e force du plateau avec une équipe qui est en banqueroute, hein, ou presque. Donc, mais bon, voilà. Après, non, mais je pense qu'effectivement, j'imagine après, toujours. Regarde, c'est pas gérer une équipe de course à part ça. Oui, c'est vrai.
Effectivement. Non, mais c'est vrai que je pense que des fois, j'imagine que Laurent Stroll doit y penser. Et puis je pense que des fois, Laurent Stroll essaie de ne plus y penser. Mais donc voilà, mais effectivement, après Aston Martin voudrait vendre des parts aussi. Et voilà, ça c'est enfin, il y a des changements un peu de management qui vont arriver, mais c'est essentiellement des affaires pour justement Alors, faire rentrer des liquidités dans le. Aston Martin a vendu ses parts dans l'équipe de F1. Oui. Ça c'est sûr, parce pour récupérer effectivement des liquidités. Mais Aston Martin continue à sponsoriser son équipe de F1. Je veux dire, c'est pas parce qu'elle a plus de parts dans l'équipe de F1 que l'équipe ne s'appellera plus Aston Martin F1. Ça reste le même propriétaire, c'est juste que le constructeur, c'est ça, c'est juste que le constructeur n'a plus de parts dans son équipe. Un peu bancal, hein, certes. Hein, vous me l'accorderez, mais bon, c'est beaucoup Aramco aussi derrière, c'est beaucoup les Saoudiens, c'est beaucoup tout ça. Donc voilà, tant que. Mais bon, ça peut aussi préparer, si besoin est un jour, le transfert d'une équipe vers un autre constructeur ou vers un autre propriétaire. Le jour où Aston Martin ne voudra plus associer son nom à son équipe, hein, parce que on rappelle que Laurent Stroll est avant tout un businessman, et si son intérêt doit se porter ailleurs, il le portera, évidemment. C'est Renault qui rachètera ça dans 10 ans. après avoir vendu Alpine à Hightech, comme ils font à chaque fois. Renault, faut qu'ils arrêtent là pour le coup. Moi, je pense qu'avec la décision d'arrêter les moteurs, pour moi, ils ont plus de raison de légitimité en F1. Plus d'unité à revenir, c'est ça. Je préfère qu'on voir Citroën arriver en F1 que de revoir Renault. C'est pour te dire. Dacia F1 Team. Ça vendrait du rêve. Et là, les pilotes, quand les voitures de fonction, ne sont pas les mieux lotis. Avec des moteurs au GPL chez Dacia. Et hybridation légère, hein, c'est juste les démarreurs. Bah oui, c'est ça, ouais. Ouais, Renault Trucks. Renault Trucks. C'est déjà le cas, c'est déjà des Renault Trucks. Alpine Trucks actuellement. Mais... Bon, on n'y est pas Peugeot, encore. C'est mieux, je suis d'accord. Peugeot, c'est mieux. Moi aussi, alors je soutiens à 1000%. Mais bon, le problème, c'est qu'ils n'ont pas du tout la culture du sport auto chez Peugeot. Non, surtout sous l'ère Stellantis. C'est ça. Bon, déjà avant sous l'ère Callaway et compagnie, c'était le moindre euro était déjà un euro de trop. On se demande même comment ils ont réussi en endurance à l'époque. Bon, 905 était une réussite totale. La 908, ça a été plus le 907, 908, je sais plus. Oui. 908, ça a été un peu plus laborieux, c'est arrivé, mais alors. Après, le programme moteur Peugeot était quand même bien parti. Hein. En V10, après la première année chez McLaren, c'était pas si mal. Mais après, chez Jordan, le moteur était vraiment une fusée. Après, le problème, c'est que Peugeot investissait le strict minimum dans le sport auto. Et c'est tellement dommage parce que, franchement, ce moteur était exceptionnel quand même. Et je rappelle toujours cette statistique. En 2000, chez Prost, c'est 57 casse-moteurs dans l'année. Oui, ben voilà. Bon. C'est un nombre que je veux toujours ressortir parce que quand même il est vraiment impressionnant, comme dit Alain Prost lui-même, non avec un peu de, non sans humour, c'est probablement un record du monde. Oui, mais c'est 3000 moteurs à l'année, non, à l'époque. Ouais. Ils changeaient de moteur toutes les séances à l'époque. Des fois pendant le Grand Prix. Citroën en F1 avec les moteurs PureTech. Ah oui. Oui, bah oui. Ah oui. Ça serait bien. Surtout maintenant, vu que la F1 veut des moteurs fiables, c'est un peu compliqué. Bon, on va arrêter de se défouler sur ces pauvres mecs. On va plutôt se défouler. On n'en parle jamais des constructeurs français, sinon c'est bien un petit peu compliqué. C'est vrai. À part Alpine, évidemment. Oui, mais bon, on s'est déjà bien défoulé. Puis ça arrive dans deux équipes, on parle de. Non, on va parler de Sauber. On va remettre un petit peu avec Alonso, ils auront la de blue. on va remettre un petit peu la F1 actuelle au centre du sujet avec donc Sauber. On continue notre débriefing, qui a effectivement à Melbourne marqué plus de points en une course que l'an dernier, puisque Nico Hülkenberg avec sa 7ème place a marqué 6 points contre 4 pour la saison précédente. Donc en soi, mission accomplie. Saison passée. Voilà, ils peuvent arrêter de courir. Ils peuvent revenir en 2026. Allez, Audi maintenant. Sauber, on était très très inquiets après les essais hivernaux. On les voyait nulle part, tout au fond. Et au final, ils ont reçu des évolutions plutôt importantes en Australie qui ont plutôt fonctionné. Alors, ils sont clairement pas en l'avant du milieu de grille, mais ils sont peut-être 9e, 10e équipe. Mais en tout cas, voilà. Ils sont pas tout à fait largués comme on pouvait le craindre. Donc, de ce point de vue-là, c'est presque déjà une petite réussite. Et ils ont été donc également opportunistes avec
avec Hülkenberg, hein, bon, qui marque 6 points, hein, voire Sauber devant Racing Bull, vu le potentiel des deux voitures, ça semble un peu surréaliste, mais c'est pourtant le cas. Donc, et lui, alors pour le coup, les deux pilotes qui se sont très bien adaptés aussi, hein, sans faire de vagues, personne n'en parle, mais c'était, bon, on comprend pourquoi, parce que c'est Sauber, mais c'est un nouveau line-up, Bortoleto, que moi j'ai trouvé très bon d'emblée. Voilà, alors et bien sûr, il a fait une erreur en Australie, mais bon, là, qui est moins coupable que d'autres, et ça peut arriver, mais qui a quand même battu Hülkenberg dès son premier Grand Prix en qualif, avec des écarts très serrés, et voilà. On parle, hein, pour rappel, d'un pilote qui a gagné coup sur coup la F3 et la F2. Alors certes, il a eu moins de malchance moteur qu'Adjar en F2, mais bon, c'est quand même du très bon niveau. Donc voilà, Sauber, c'est un peu comme Aston Martin, c'est-à-dire que c'est clairement pas enthousiasmant, mais c'est moins déprimant qu'on pouvait le craindre. C'est vrai. Et puis, je voulais juste rajouter un commentaire sur. Donc en Chine, ils ont terminé 14e Bortoleto et 15e Hülkenberg. Alors, c'était un week-end compliqué, mais ils ont eu tous les deux un tête à queue au premier tour. Quoi. Oui, mais c'est des dégâts pour Hülkenberg. Voilà, un tête à queue chacun au premier tour. Mais Sauber a dit que Hülkenberg était le pilote avec les meilleurs retours qu'ils avaient jamais eu, retours techniques, donc Valtteri Bottas appréciera. Et voilà, qu'ils avaient déjà appris plus en deux courses que les années d'avant, hein. Grosso modo, c'était assez violent comme fait. Enfin, c'était pas, ils n'ont pas du tout ménagé le duo de l'an dernier. Toi, Franck, je sais pas comment tu vois leur saison. Est-ce que tu penses Non, que... j'ai pas grand chose de plus à ajouter que voilà. Demain, Jonathan Whitley démarre à la place c'était Bette Zender qui prend un petit peu du recul au sein de Sauber. Il s'occupera un peu des directeurs des programmes et opérations signature. Donc j'imagine que ça s'occupe un petit peu de tout ce qui est un peu l'héritage de Sauber, l'histoire et tout ça. Donc Jonathan Whitley, ouais, donc ancien directeur sportif de Red Bull Racing qui arrive tout ça. Donc pour vraiment gérer l'équipe en tant que directeur d'équipe, puisque Mattia Binotto n'est pas officiellement directeur de l'équipe, il a un poste au-dessus, entre guillemets, de supervision, en plus en lien avec Audi. Donc non, bah voilà, ça bouge enfin, on va dire. Je pense que Binotto, il a pu enfin imposer aussi ses points de vue. Maintenant que les guéguerres intestines qu'il y avait entre Seidel et Hoffmann, qui ont plombé quasiment un an de préparation d'Audi, et enfin en tout cas dans la partie in-wheel, peut-être pas dans la partie moteur, mais la partie in-wheel qui a beaucoup souffert de cette guéguerre interne entre les deux qui du coup a coûté la place aux deux, hein. Audi a tranché, c'est les deux qui dégagent. Donc voilà, moi j'ai plus espoir effectivement pour 2026, mais bon voilà, s'ils peuvent effectivement faire une saison où de temps en temps ils peuvent marquer des points sur différentes courses, que Bortoleto est quand même plutôt au niveau, avec des perfs purs quand même qui sont quand même assez impressionnantes, alors qu'on sait qu'Hülkenberg en termes de qualif c'est quand même un monstre, hein. Il a quand même prouvé chez Haas plus qu'une fois. Je me dis que finalement ils ont choisi un très très bon duo de pilotes, et qu'ils ont tout à fait eu raison de choisir Bortoleto, parce que c'est quand même 2 grands prix de F1 où c'est quand même 2 prestations solides, quoi. Donc non, moi je trouve qu'ils sont en tout cas bien lancés. S'ils peuvent faire une saison 2025 moyenne, plutôt bonne à leur standard, parfait. Après ça tout sera sur 2026, effectivement. Le moteur Audi est une inconnue, mais le châssis au moins, que cette partie là soit vraiment verrouillé. Et ça me fait plaisir aussi un petit peu pour James Key aussi, qui était un petit peu low profile ces derniers temps, qui même on se demandait même s'il allait pas finir par sauter parce que les voitures étaient pas top. Là voilà, il reprend un petit peu de couleur, on va dire, s'il y avait besoin de rajouter un peu de couleur à cette équipe. Ouais. Un petit peu, parce que la voiture est quand même majoritairement noire, hein. En fait c'est... La déco est un peu triste. Elle est Hulk and Black, voilà. Hulk and Black, ouais, c'est ça. je préférais l'an dernier à titre personnel, la livrer. J'aime bien celle de cette année, moi. Ouais, j'aime bien de face, mais le profil, c'est pas terrible, je trouve. Mais bon, de face, c'est bien, c'est vert fluo, c'est cool. Mais... Ça, c'est clair que je t'achèterais pas en miniature, mais bon. Je te ferais même pas gagner, pour vous dire. Je t'imposerais ça à personne. Oh, peut-être que Manuela Tuzovic pourrait gagner, voilà. Mais à part Manuela Tuzovic, je ne vois pas de fan de Sauber. Je me ferait d'ailleurs qu'on dit Sauber cette année, pas Steak F1. Oui, on a décidé de ne plus parler de ce sponsor un peu ridicule. De toute façon, même Sauber communique beaucoup. Ça fait la transition vers Audi aussi, surtout. Donc, voilà. Et puis Sauber communique beaucoup en tant que Sauber. Donc, même s'il parle de Steak F1, c'est vraiment un nom commercial. Beaucoup moins cette année, c'est beaucoup plus un nom commercial qui est mis au départ, mais voilà. On sent qu'il y a la transition qui se fait. On va parler maintenant de Racing Bulls. Alors c'est pareil, c'était RBF1 l'an dernier, c'est Racing Bulls cette année.
Yuki Tsunoda a terminé 12e en Australie et Isaac Hadjar a abandonné après une erreur dans le tour de formation. Et le Français a terminé 11e au Grand Prix de Chine et Yuki Tsunoda a terminé 16e au Grand Prix de Chine. La bonne nouvelle, c'est que la voiture fonctionne bien. La mauvaise, c'est qu'ils sont incapables de dérouler une stratégie qui fonctionne. Donc, du coup, ils auraient pu marquer des points avec Tsunoda en Australie, avec les 2 pilotes en Chine. Et à chaque fois, c'est mauvais timing pour Tsunoda sous la pluie. Et c'est les seuls à faire une stratégie à 2 arrêts. Oui. Il y a quand même le sprint quand même qui s'est bien passé pour Tsunoda, il y a quand même eu 3 points. Ouais. Et 3 points au sprint pour Tsunoda, effectivement, parce que la voiture est très performante là-dessus et que le sprint ne comporte pas de stratégie. C'est ça. à fond. C'est ça. Les ingénieurs, on leur a dit, pas besoin de vous, on se débrouille. Et puis, d'ailleurs, ils lui ont dit, bon, fais ce que tu veux. Hein. C'est ce qu'il dit à Tsunoda, il n'est pas content. Non, mais c'est vrai que c'est assez inquiétant parce que ça a été les seuls à ne. Enfin, ils ont été piégés par l'undercut. En fait, ils ont tout fait mal en Chine, c'est-à-dire qu'ils ont été piégés par l'undercut au premier arrêt. Et du coup, ils se sont dit, on va pas se faire piéger au deuxième arrêt, on va s'arrêter avant tout le monde. Sauf qu'ils se sont arrêtés tout seuls. Donc, c'était catastrophique. Et alors, ça se tentait, mais le fait de leur tenter avec les 2 voitures, c'était un peu con parce qu'au final, ils auraient quand même dû tenter de risquer de sacrifier un pilote, mais au moins de pas tout mettre tous les œufs dans le même panier. C'est fou qu'il l'ait pas vu venir comme cette stratégie. Ouais, je suis assez choqué. Et le problème, là on en vient à ce qu'on disait tout à l'heure chez Haas, mais à l'inverse, c'est-à-dire que eux ils sont dans une phase de la saison où ils ont une voiture qui marche vraiment bien, parce que faut pas oublier que c'est des Q3 pour les 2 pilotes en Chine, et voilà, c'est une voiture qui joue à la régulière les points devant la deuxième Red Bull, quasiment au niveau des Ferrari. Et ils ont 3 points après 2 Grands Prix, alors que ils auraient dû maximiser ce bon niveau, parce que là aussi, ils sont quand même dans une partie du peloton où on ne sait pas ce qu'il en sera dans 3 courses et le reste de la saison. Donc je pense que là-dessus, il y a une grosse déception à avoir, et à mon avis, les débriefs aussi ont dû être un peu salés après ces courses. Ouais, bon, au moins ils en ont conscience. Voilà, parce que Laurent Mekies s'est quand même excusé à propos des stratégies en Chine, clairement. Moi j'ai plus envie de revenir sur Tsunoda, il va partir chez Red Bull, donc on en a déjà parlé, donc voilà, c'est entre guillemets, ça va être de l'histoire ancienne, mais il a quand même montré un peu son agacement quand même par rapport à l'équipe et aux stratégies, donc ça prouve comme il y a une certaine maturité aussi, une certaine lecture de la course qui du coup peut nous rassurer aussi avant son passage chez Red Bull, donc ça c'est quand même plutôt cool. Moi j'ai quand même un petit mot sur... Il n'y a pas besoin d'être un génie de la lecture de la course pour voir que... apparemment sur le bureau des centres ils n'avaient pas les génies, voilà, ils étaient restés à Faenza, hein. Mais non, moi j'ai quand même envie de parler un peu plus de Isaac quand même, parce que c'est notre pilote français, et puis voilà, c'est forcément l'énorme déception qu'il a montré quand même à Melbourne, ça reste quand même une image forte de ce Grand Prix qu'on ne peut pas... Gênante selon Helmut Marko, mais... C'est ça, voilà, donc voilà, ça a été... C'était c'est effectivement pleurer autant, on peut comprendre, hein, sur le coup. Maintenant c'est est-ce qu'effectivement ça aurait dû mériter autant de démonstrations de peine et autres que ça reste toujours à l'appréciation, je pense, du jury populaire, hein. Donc il y a eu des gens qui comprenaient, des gens qui ne comprenaient pas, donc c'était l'appréciation un petit peu de chacun. Maintenant effectivement les mots de Marco auraient pu être évités, voilà, clairement, je pense que voilà, d'ailleurs ils se sont expliqués, apparemment ça va très bien. Par contre il est quand même passé à tout autre niveau en Chine, où après la course il a quand même fustigé son équipe, où il a quand même dit que lui il avait tout fait correctement, et que ça méritait 7ème normalement à la régulière si son équipe avait tout fait correctement. Alors bon, je veux bien qu'on passe d'un extrême, j'ai merdé, foiré totalement, j'ai laissé tomber l'équipe comme une merde, désolé pour les gros mots, en Australie, à je suis peut-être un poil trop arrogant pour mon 2e Grand Prix devant les micros. Il va falloir quand même que Isaac réussisse à trouver le ton juste pour communiquer devant les médias quand même, parce que ça peut aussi ne pas plaire au fur et à mesure à son équipe. Et on rappelle que Laurent Mekies est français, et que du coup les interviews Canal, il doit bien les entendre et bien les écouter avec la juste appréciation du ton. Oui. Voilà. Donc voilà, je fais juste un petit bémol sur Isaac, qui quand même a prouvé quand même par contre qu'il avait le niveau, hein, parce qu'il roule quand même dans les temps de Tsunoda et tout. Ça aussi ça rassure énormément. Oui. Donc ça au moins de ce côté-là on se fait pas de soucis. Par contre voilà, faut doser, faut réussir à équilibrer. Ouais, clairement il cherche un petit peu sa place. Après je trouve que les pleurs en Australie, pour moi il a pas fait, en fait, il avait pas à faire autrement, parce que c'était son émotion du moment et c'était très bien.
Et il a été soutenu par des gens qui sont un peu plus humains que Helmut Marko, qui sont les Lewis Hamilton et Anthony Hamilton, hein, qui ont tous les deux, Lewis lui a écrit, et Anthony Hamilton est venu le réconforter. 2 fois en plus, Anthony. Ouais. C'est fou de voir que Mercedes a une meilleure gestion des pilotes Racing Bull que Racing Bull. Bah, c'est ça, hein. Lewis c'est Ferrari maintenant, je te rappelle. Oui, c'est vrai. Mais bon, ça reste quand même des autres équipes qui gèrent mieux. Et non, mais c'est vrai que le problème, c'est que, en fait, c'est sûr, il a fait une connerie, mais à la limite que Helmut Marko dise il aurait pas dû se sortir dans le tour de formation, ok, mais il aurait pas dû pleurer, c'est gênant, mais lâche-nous déjà, enfin, ça suffit, c'est pas. Enfin, c'est ridicule. Pour moi, c'est encore une fois une énième preuve que Helmut Marko est vraiment problématique quand même. Après, Adjar a mieux géré son tour de formation en Australie que Marco ses pilotes cet hiver. Hein. Bah, mais ça c'est fait. Ouais, et puis de toute façon, Helmut ne peut pleurer que d'un œil, lui. Hein, donc, alors j'ai posé l'affaire, mais j'allais dire, il était jaloux que lui, il puisse pas pleurer des deux yeux. Et c'est déjà la deuxième blague qu'on fait là-dessus ce soir, c'est un peu. Excusez Manu. Non, parce que d'un côté on recycle et c'est bon pour la planète. Bon, pleurer à moitié, on va dire alors. Oui, voilà. Ça passe mieux. Non, mais c'est vrai que. T'exprimer comme ça, bon pied, bon oeil, franchement. Oh, putain. C'est vrai que c'est un petit peu. Reporter dit parfois il dépasse les borgnes. Elle est très très bonne aussi. Mais c'est vrai qu'Isaac Adjar. Je sais plus qui l'a appelé le cyclope de grâce. Ah oui, je sais plus, je l'ai vu dans le chat. C'était très très bon. Et après, nous, on doit commenter. Après, nous, on doit modérer les commentaires sur Discus. Ouais, c'est ça. Ouais, mais après tout, c'est nous le site, alors on a le droit. C'est ça. Non, mais après, on est quand même respectueux. Et donc, ça reste des bon gens enfant, voilà, c'est ça. Ah, c'est toi, Arius Zero, le cyclope de grâce. Bah. Très 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 bien. Mais c'est vrai qu'après, en fait, l'inquiétude pour Isaac Adjar, c'est qu'on sait que Red Bull déteste les pilotes arrogants et qu'un pilote qui va commencer à critiquer et ensuite ne pas être au niveau va immédiatement se faire reprendre de voler et Helmut Marko va s'acharner dessus. Et ça, c'est un peu là où je m'inquiète. Parce qu'on se rappelle, notamment, Liam Lawson qui arrivait avec des gros espoirs. Du moment où il n'avait pas été au niveau, on lui a rappelé qu'il était arrivé avec des gros espoirs, quoi. Donc. En tout cas, Lawson a intérêt à être au niveau et de se reconcentrer très vite parce que Marko n'attend qu'une chose, c'est titulariser Lindblad. Il le tient en très haute estime, ce garçon. Il attend qu'une chose, c'est de titulariser trop tôt. Oui, c'est ça qu'il Il va titulariser pendant 4 courses chez Racing Bulls, puis chez Red Bull avant de le dégager. Attends, sinon on va peut-être avoir Max Verstappen chez Racing Bulls. Ouais. Avant de rappeler Ricardo et Perez chez Racing Bull. Non, de mettre Verstappen chez Racing Bulls et de rappeler Ricardo et Perez chez Red Bull. Oui, c'est non, Gasly est plus rapide. Gasly. On oublie Daniel Kiat, mais lui il va revenir un jour. Par la grande porte. Si on met Daniel Kiat, Nelson Piquet Jr. et Max Verstappen, ça fait un beau trio familial, tout ça. Effectivement, oui. Peut-être que stratégiquement, en tout cas, la présence de Nelson Piquet serait pas une mauvaise chose. Je sais plus qu'un dans le chat aussi. Je préfère gagner une course. Singapour, ça pourrait être le moment de le retitulariser. Il aide à sa super licence. Et pas très loin de l'avoir, je crois. Ou il doit l'avoir. Normalement, si tout se passe bien, il doit. S'il fait des essais F1, il doit l'avoir, je crois. Donc ouais, attention à Lawson, il a intérêt à vite je pense pas à Adjar, je pense surtout à Lawson, il a vraiment intérêt à vite se reconcentrer et oublier sa déception Red Bull Racing, sinon ça peut être la descente pour de bon après. Surtout que l'inquiétude pour lui, alors après c'est des triangulations un peu faciles, mais globalement Tsunoda domine tous ses équipiers depuis 2 ans, c'est-à-dire qu'il y a eu il y a eu De Vries, pour ceux qui se rappelaient plus, après il y a eu Ricciardo, après il y a eu Lawson, et à chaque fois Tsunoda était devant. Et Adjar est le premier qui le met immédiatement pas en échec, mais en tout cas en duel. Et c'est au moment où Tsunoda est promu, mais c'est au moment où Lawson revient. Et Lawson qui était inférieur à Tsunoda. Donc à voir évidemment dans la voiture, à voir dans les conditions, à voir dans beaucoup de choses. Mais on peut imaginer que Adjar cherchera à prendre la place de premier pilote et que Lawson, s'il reste fragilisé, va se faire bouffer, en tout cas au moins mentalement et peut-être après en termes de résultats. Il a les points grâce à la FR Oceania, nous dit Pauline, qui fait son premier message dans le chat. Merci, bienvenue à toi. Effectivement, là, il a peut-être déjà les points de super licence, mais ça, j'ai pas le compte précis. Donc, et dans tous les cas, voilà, il fait une saison de F2. Normalement, à la fin de la saison, il les aura, je pense.
Après, je pense pas qu'ils va. Enfin, ils ont déjà un pool assez compliqué comme ça. Je les vois pas titulariser encore quelqu'un de plus dans la saison quand même. Non, ça fait déjà 2 pilotes arrogants chez Racing Bulls. Faut faire attention. Si j'en crois Villeneuve. Et Montoya. C'est ça. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les très jolies photos de Liam Lawson de la combinaison Racing Bulls, il a l'air ravi. Je crois qu'il a laissé son sourire à Milton Keynes, mais je suis pas sûr. C'est ça. Et donc, nous allons parler de la dernière équipe. C'est pas grave parce que Racing Bull, c'est aussi. Ah oui, c'est vrai. Déjà. Ah oui, il a juste changé de placard, c'est bon. On va parler de la dernière équipe. Seule équipe à avoir marqué 0 points. Fierté française. Alpine. Alors évidemment, je m'acharne un peu comme je reprends les bonnes vieilles habitudes de l'an dernier. Ce n'est absolument pas contre Pierre Gasly et Jack Doohan qui font plutôt du très bon travail en ce début de saison. Notamment Doohan qui est pas très loin de Gasly. Pas mal, non, c'est français, c'est ça. Mais voilà, finalement, alors on a cru en Australie que la voiture serait pas mauvaise et qu'ils allaient viser les points. Finalement, non. Gasly termine 11e. En Australie, pardon, Doohan a eu un accident au début de course. Et en Chine, Doohan termine 13e. Gasly a été disqualifié après avoir terminé à la porte des points, donc il n'aurait pas marqué non plus. Du coup, c'est un 0 pointé pour Alpine. Moi, quand je pense à Flavio Briatore, du coup, j'ai le sourire. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il semble avoir, Alpine semble être l'équipe la plus impactée par les nouvelles directives des FIA sur les ailerons à partir de la Chine. Et je me demande pas si ça explique pas quand même leur baisse de performance en Chine, et ce qui rend pas plus inquiétant finalement la suite, au moins de cette première moitié de saison. C'est ça. Donc voilà, on parlait beaucoup de McLaren, etc. Mais finalement, Alpine me semble être l'équipe qui souffre le plus de cela. Ils n'en avaient pas besoin, puisque sans être une voiture dégueulasse, ils n'étaient quand même pas au niveau de Williams ni de Racing Bulls. Donc ouais, il n'y a pas de quoi être très optimiste. Et effectivement, l'opérationnel n'a pas été top non plus ces dernières courses. Et bon, Doohan, oui, pas décevant, mais il fait clairement pas rêver, et c'est pas un pilote que je vois pour une équipe qui a l'ambition en tout cas de revenir sur les podiums dès l'an prochain. On en est loin. Donc ouais, c'est sûr. Il va être champion du monde, Pierre, il a dit. Pierre, il a dit il va être champion du monde en 2026, attention. Et Doohan, il a dit je suis dans le rythme de Gasly. Donc je sais pas qu'est-ce qu'ils fument tous les deux, mais ça doit être très très bon. De la toute bonne, probablement importée directement d'Italie par Flavio B. C'est ça, là, franchement, waouh, quand je vois les déclarations, c'est pas possible, quoi. C'est la Space Pizza, ouais. Non, mais en fait, moi, je suis plus inquiet. En fait, c'est la Chine qui m'inquiète plus que l'Australie, oui. très clairement. Oui, parce qu'il y a une vraie baisse en performance, et effectivement, c'est le week-end où eux ont clairement avoué avoir dû retoucher leur aileron. Ouais. Ouais. C'est sans doute Viry qui a conçu l'aileron. Hein. Ah bah, très certainement. Mais du coup, ça rassure aussi sur le fait qu'ils savent faire un aileron flexible, du coup, aussi, à Enstone. Ça sert à rien, mais ils savent faire. C'est ça. Donc du coup, ils sont fait prendre. Donc voilà, ils ont perdu un peu de points comme McLaren, mais bon. Très jolie alors, blague. Bravo à MLG qui nous dit que dans la pizza, vous mettez du Briator, B-R-I-E, pour ceux en podcast. C'est ça. C'est vrai qu'on n'a jamais essayé, mais... On remet pas de brie, on met pas d'ananas non plus d'ailleurs sur la pizza. Ah non. Pas d'ananas sur la pizza. Lors du prochain week-end Next Gen, on fera de la pizza Briator. Ça sera délicieux. Ouais. Oh, je déteste ça en plus, les bris. Donc comme ça, c'est sans moi. Non, c'est pas réjouissant, mais bon, quand je vois les performances, voilà, et que je vois les ambitions affichées pour 2026, je fais waouh. Il y a un gap quand même. Là, c'est deux mondes différents. C'est ça, autant Aston Martin peut dire avec un New Way, avec des usines, tout ça, que oui, autant Alpine avec un gars qui ne cesse de couper dans tous les départements, toutes les têtes possibles, imaginables, jusqu'à ce que les mecs qui restent aient envie de bosser 24 heures sur 24 sans rentrer chez eux. Et voilà, il y a un monde entre lequel où Alpine finit dernière cette année, ou peut-être pas dernière, mais et championne du monde l'année prochaine, quoi. Je veux dire, là, je pense que Pierre Gasly, alors certes, il a peut-être envie de le devenir, mais pas avec Alpine en tout cas. C'est peut-être qu'il prévoit d'aller chez Aston l'an prochain. En fait. je sais pas, mais waouh quoi. Ça fait... Bon après il y a le moteur Mercedes qui sera prêt à tout. Et après faut oublier le master plan justement de Briatore, c'est de liquider Viry, faire des économies, louer un moteur autour duquel ils feront un châssis au rabais, donc qui sera pas bon,
Et tout ça pour dépenser l'excédent d'argent dans un pilote d'essai qu'ils ont payé 20 millions et qui arrivera plus tard dans la saison, mais au final sans aucune garantie qu'il ait un bon niveau. Donc moi, je veux bien Qui va se cracher peut-être. voilà, oui, et qui coûtera quelques millions de plus. Donc moi, je veux bien qu'on me dise que le master plan de Briatore, voilà, que Briatore c'est pas quelqu'un de bien, mais que c'est incroyable ce qu'il fait. Mais en attendant, quand je vois les plans très clairs de certaines équipes et les résultats avec, c'est-à-dire je pense à McLaren, je pense à Williams, je pense à Mercedes et même Ferrari. Et quand je vois les plans d'Alpine, bah franchement, ouais, j'aimerais bien comprendre où ils vont avec ça. Autre part que dans le mur en tout cas, et j'en suis pas convaincu. Ouais. Et moi, enfin ouais, c'est cette communication, genre, vous verrez l'an prochain. Déjà, c'est la communication qu'on reprochait à Cyril Abitboul à l'époque, hein, alors que lui il le faisait avec la pression du groupe Renault. Et deux, ouais, c'est-à-dire que quand t'es 10e force du plateau depuis un an ou presque, même si t'avais fait des progrès l'année d'avant, tu ne fais pas ce genre de promesses, enfin pas de promesses, mais d'espoir en mode on va être champion. Déjà, tu dis on va progresser. Et avant d'être champion, il faudra déjà revenir dans le top 10, puis dans le top 5, et après viser les podiums. Donc je pense que soit ils ont oublié à quel point la F1 est complexe, soit il y a quelque chose qui est en préparation, mais ça j'y crois pas trop. Je pense que le problème d'Alpine, c'est qu'ils n'ont pas assez de pilotes de réserve. Peut-être qu'il en faudrait un ou deux de plus, peut-être que... C'est jamais ce qui Je peut crois se qu'on passer. a oublié la période de la F1 où des fois on voyait 5 ou 6 pilotes différents pour une équipe Ouais. sur une saison. C'était pas il y a si très longtemps. Mais hein. quand ça arrivait, c'était des équipes de merde. Hein. C'était HRT, Forti, Simtech, Pacific. Tout ça, c'était des équipes qui avaient 4-5 pilotes par an. Mais on Bah, sait tu on peux sait ce ajouter- qu'ils sont devenus. Tu peux ajouter Alpine maintenant. Et Red Bull. Oh, ah oui, Oh, il est ah oui caustique. là, il est chaud là. Ah, c'est là, beau. Ouais, joli. Oui, Prost aussi, mais Prost, ils avaient eu Burti qui s'était blessé, donc c'était un peu plus complexe. Et après, effectivement, ils avaient eu Thomas Enge qui, je crois, malheureusement, consommait des substances illicites. Donc c'était pas vraiment de la chance. Ah, Le cela Space ne nous Pizza. regarde pas. La Space Pizza, ouais. Vraiment Briatore qui avait payé à bouffer. Donc voilà. Bon, Alpine, moi après j'en fais un peu mon défouloir parce que j'exècre Briatore et Hawks, mais après ça me fait vraiment chier pour les gens de Enstone, pour les gens de Viry qui vont encore accusés de tous les maux de la terre, et puis pour Gasly et Douane qui n'ont pas mérité ça, et spécialement Douane qui va se faire jeter comme un malpropre. Ils vont réussir à lui dire que c'est de sa faute si tout va mal chez Alpine. Mais c'est vrai que la situation est vraiment difficile chez eux. Et ouais, moi à confirmer ce week-end, parce qu'en plus c'est un circuit d'aéro, donc on aura vraiment la confirmation qu'ils ont potentiellement sacrifié quelque chose sur la performance pure. Mais si c'est le cas, ils risquent de vivre un week-end très compliqué aussi à Suzuka. C'est ça. Ça reste que 2 Grands Prix, hein, parce que comme tu disais tout à l'heure, la vérité sera certainement un petit peu différente dans 3 à 4 semaines, quand les 3 prochains Grands Prix sont passés. En espérant effectivement qu'on ait vraiment McLaren, Mercedes, Ferrari, bon, Red Bull peut-être dans un mouchoir de poche, et que ça se joue vraiment très 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 fort. Je pense que c'est ce qu'on peut espérer pour tout le monde, enfin pour la F1 en tout cas. Après, je sais que tout le monde dans le chat a certainement sa préférence, moi aussi, Manu en a une aussi. Alex, j'ai jamais su qui préférait lui, donc bon voilà. Moi, j'ai dit Alpine à la base. Oui, mais bon, sois réaliste. Choisis-toi un autre cheval là, parce que je pense que là tu vas avoir des soucis là quand même. Hein. Ok, Sauber. Ok, d'accord. C'est Bon. vrai que tu les prévoyais des doubles podiums de Bottas et Joe l'an dernier. Oui. Bah, regarde, ils ont déjà marqué plus de points que l'an dernier. Hein. L'histoire est en marche. Donc bref, on peut espérer que tout ce petit monde se regroupe, que Red Bull trouve un petit peu aussi. Hein. Il n'y a pas de raison qu'il trouve aussi des choses pour que Verstappen puisse aller au moins gagner 1 ou 2 cette année. J'aimerais bien au moins lui laisser ça. et puis voilà. Et puis que Tsunoda s'en sorte bien aussi, parce que là, j'avoue que j'aimerais bien le voir réussir quand même, parce qu'il est quand même assez attachant, mine de rien, ce petit Yuki. Petit n'est pas péjoratif. Ouais, puis il est bon en fait, comme tous les pilotes qui se font cramer chez eux, donc c'est dommage. C'est ça. Il s'est moqué d'ailleurs de lui-même, de sa taille, quand il a dû monter sur un marchepied pour aller tester son cockpit Red Bull. Il dit vous me gardez le marchepied pour le garage. Mais non, c'est voilà, on espère que ces 3 prochains Grands Prix vont être bien sympathiques à suivre. Le Japon, c'est toujours très sympa, évidemment. Il faut se lever tôt, hein, 4h30 j'ai vu encore, voilà, donc voilà. 4h30 les EL1, 4h30 les EL3, 8h les EL2, 8h les qualifs et 7h la course.
Ouais, on va voir avec Manu, mais comme on a remis les commentaires sous les articles, on va peut-être faire quelques peut-être essais libres en direct aussi, voir si ça peut motiver des gens à commenter et être avec nous plutôt. Peut-être pas les EL1 à 4h30 du mat, parce que c'est clair qu'il y a personne. non, je serais pas du tout en état, hein, j'ai un bon souci. Voilà. Mais peut-être peut-être les EL2 seront en direct ce week-end, ça pourrait être sympa de voir, de tester. Puis évidemment avec des horaires plus compatibles avec les horaires des gens en Europe, voilà, donc ou fin de journée, voilà, là effectivement on pourra le faire et puis essayer de booster un peu tout ça et voilà, susciter un petit peu un bon dynamisme en espérant que Discus ne soit pas mis à feu et à sang d'ici vendredi. Voilà. Mais bon, c'est quand même bien parti. Je remercie d'ailleurs tout le monde. Je sais pas si dans le chat il y en a certains qui sont remis sur Discus aussi. Oui, Lambeau Diablo a dit que ça faisait 3 ans qu'elle attendait que les commentaires reviennent. Donc voilà. Et j'ai remarqué quand même que la qualité des commentaires est quand même très nettement supérieure à ce qu'on a eu. En tout cas, il y a 3 ans, ou 3 ans, même 3 ans et demi. Attends que Verstappen s'accroche avec quelqu'un et tu diras. Oui, alors après, voilà, c'est dans le feu de l'action, on va vous demander d'être un peu plus calme, voilà, peut-être, mais voilà, c'est juste pour nous un nouveau test, un nouveau départ, en espérant que ça vous motive aussi à revenir sur le site. Voilà, c'est aussi de l'engagement, c'est aussi important de montrer qu'il y a de l'engagement envers un site internet. Et puis, ça nous permet aussi d'en appeler un peu la responsabilité de chacun en disant ça ne dépend que de vous. Parce qu'en fait, nous, moi, pour être transparent, je modérais en grande majorité en 2021. Je n'étais pas très loin d'y laisser ma santé mentale à la fin de la saison. Donc, on a dit qu'on allait faire autrement. Franck qui a mis le nez début 2022, il a vite fermé le truc. Et donc, voilà, on a quand même envie de rouvrir les choses. Mais on ne pourra pas faire de la surveillance de cours de récré comme on faisait en 2021, ça c'est pas possible. Ouais, c'est clair. Le moindre topic qui dérape, ça sera fermé direct, et puis si vraiment ça dérape trop, on oubliera, voilà, on aura retesté, et puis ça sera terminé, parce que nous on peut pas gérer comme tu dis une cour de récréation, mais surtout après des clashs qui peuvent aller beaucoup plus loin entre les personnes. Oui, parce que c'est vrai que la cour de récréation encore ça irait, mais quand c'est des insultes et puis la discrimination et tout ça, c'est pas possible. Voilà. Donc on peut pas se mettre en porte-à-faux par rapport aux législations que nous avons là-dessus. Donc il est hors de question qu'on risque notre réputation et notre crédibilité sur des gens qui s'en foutent en fait. Voilà. Qui viennent juste se défouler. C'est ça. Vous avez des IP, c'est très facile à retrouver. Si on a envie de porter plainte contre vous, on peut le faire. Donc, c'est ça. Voilà. Et après je pense que les gens qui commentent ici sont pas ceux qui vont mettre qui vont mettre les photos. Non, mais bon, on préfère. Vaut mieux le dire que vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Donc voilà, on laissera rien passer, clairement. Surtout que c'est beaucoup plus facile qu'il y a 3 ans maintenant de signaler des gens lesquels ça se passe très mal. Oui, c'est vrai ça par contre. Voilà. On va faire les pronos. Alors c'est un peu différent cette année parce que dans l'année, on faisait les pronos de manière un petit peu à l'arrache pendant les émissions. Maintenant, on les fait à l'arrache juste avant la présentation, juste avant la nouvelle saison. Non, mais en fait, maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore vu, on les inclut directement dans la présentation du Grand Prix avec les horaires qu'on fait le lundi ou le mardi, selon les week-ends. Donc, on met nos pronostics à l'écrit. Ça n'empêchera pas de les relayer ici. Comme ça permettra de faire un petit peu de quand même qu'on puisse se moquer de nous-mêmes, parce que c'est aussi le but de ça à la fin comment dire, quand on fait les émissions. Alors je vais énoncer les pronostics de la rédaction. Franck a mis Leclerc, Norris, Hamilton pour le Grand Prix du Japon. Alex a mis Norris, Leclerc, Piastri. Et moi, évidemment, de manière totalement objective, j'ai mis Norris, Piastri, Hamilton. Donc, bon, toi tu joues la sécurité comme d'hab, tu joues pas le panache. Tu sais, s'il y a 3 ans on m'avait dit que la sécurité c'était un doublé McLaren, j'aurais pas cru. Donc que tu l'auras vécu, au moins c'est cool. C'est ça. Profites-en moi jusqu'à la fin de l'année. Mais pareil. J'en profite énormément. J'avais déjà vécu dans ma vie de fan, mais il y a longtemps. 98, ça commence à remonter, mais une telle domination. Mais je parle pas de 2007 parce que c'était un fiasco, donc voilà, je suis assez content. Ah oui, c'est pas bête, Xoan. Donner les pronos et on doit deviner de qui ils sont. Ça peut être marrant aussi. On tentera ça une émission. Bon, bah moi ça va, c'est facile. Tout le monde sait que j'ai un petit penchant pour la Scuderia quand même. Donc, bon. Alors que moi, personne sait ce que je pronostique. Non. Le jour où vous verrez par contre Hülkenberg en Grand Prix, on saura qui c'est. Hülkenberg, Gasly, Bortoletto. On saura que c'est Alex. Les pronostics d'Australie, c'était. Je peux les rappeler ou pas? Oui, vas-y. Franck, c'était en Australie. Franck, c'était Hamilton 1, Leclerc 2, Norris 3. Manu, c'était 1,
Donc, grande objectivité. Manu, c'était 1 Norris, 2 Leclerc, 3 Piastri. Donc bravo, parce qu'il est vainqueur au moins. Oui. Et moi, j'avais les 3 pilotes, mais dans le désordre. Verstappen, Norris, Russell. Ouais. Donc à une seconde près, j'avais le tiercé. J'ai pas trouvé. Oui, après c'est sûr que si moi je vais faire un prono juste réalistiquement parlant, j'aurais dit effectivement Norris ou Piastri vainqueur au Japon, mais j'ai une petite envie quand même de se dire allez, le petit déclic il va arriver, et puis il y avait eu le déclic en Chine pour au sprint, alors pourquoi pas au Japon. Puis voilà, il faut avoir un petit penchant un peu émotionnel dans ces pronostics, sinon c'est moi hier. C'est pas marrant, sinon je mets Norris, Piastri, Verstappen sur tous les grands prix, puis basta quoi. Puis à bout d'un moment ça tombera bien juste quoi. Voilà. Moi, le penchant émotionnel, il y est, donc ça va. Mais oui. Dans tous les cas, ce week-end, c'est Grand Prix du Japon. Alors, ça va être effectivement tôt pour les gens en France. On se retrouvera, nous, la semaine prochaine. On n'a pas encore défini le jour, mais dans tous les cas, vous serez évidemment tenus au courant sur nos réseaux sociaux, sur le site, etc. Et on se retrouvera la semaine suivante, donc la semaine prochaine pour le débrief du Japon, la semaine suivante pour le débrief de Bahreïn, et la semaine d'après pour le débrief de l'Arabie Saoudite, puisque nous prenons le premier triplé de course de la saison, qui suit lui-même, après une semaine de repos, le premier doublé de course de la saison. Donc comme ça, on est vite dans le bain. N'oubliez pas qu'on est là dès jeudi aussi pour suivre toute la journée des médias. Tout à fait. Énormément d'infos le jeudi, avec beaucoup de déclarations qui sont quand même très importantes à suivre. Donc je vous engage à vraiment venir sur le site le jeudi. On commence à avoir de plus en plus de monde le jeudi parce que les gens savent qu'on fait ça, mais je trouve qu'on pourrait faire quand même encore mieux. Donc voilà. N'hésitez pas à venir, on a beaucoup de choses. Oui, non, on fera pas l'émission le mercredi dans tous les cas. John Smith, c'est plutôt lundi ou mardi, parce qu'en fait on le faisait mardi l'an dernier, et les quelques tests qu'on avait fait le lundi nous montraient que c'était pas mal, qu'on avait du monde, et que nous on était un peu plus dans le bain du Grand Prix. Donc voilà, c'est les questions, et voilà, peut-être plutôt lundi. Puis ça nous arrange plus même le lundi, même que le mardi, donc on va essayer de se tenir, sauf impératif, personnel. Notamment de Manu, parce que c'est Manu qui a les manettes techniques, donc si Manu n'est pas là, on peut pas tenir l'émission. Ou sinon on fait un truc tout seul, quoi, mais là, bon, c'est un peu bizarre. Mais en général, effectivement, on va essayer de se tenir au lundi, sauf problème particulier. Tout à fait. Et du coup, la semaine prochaine, ça devrait être le lundi. Alors comme ça, c'est réglé. Et puis voilà. Et donc, on reviendra évidemment sur ce Grand Prix du Japon qui s'annonce très disputé. Merci à tous d'avoir suivi alors c'était pas la première de l'année, mais c'est le premier débriefing de la saison. Dans lequel, alors c'est vrai que c'était un peu, on a fait les deux courses en même temps. C'est un peu bizarre. Même pour nous, c'est un peu. Ouais. Du coup, on a fait un peu plus actu du coup pour le coup, mais bon. Je pense qu'il y a aussi des choses à dire, donc c'est bien. On était en décalage aussi d'une semaine. Et puis, merci à toutes et tous d'avoir été nombreux et nombreuses. On était à plus de 400 par moment. Et puis, merci aux personnes dans le chat. Merci aux gens qui nous soutiennent toujours. Vous pouvez toujours vous abonner, nous soutenir en faisant un follow sur la chaîne, puisque ça vous permet aussi d'avoir les notifications quand on est en live. Et oui, effectivement, petite pensée pour Eddie Jordan qui nous a quittés ces derniers jours et qui était quand même une figure plus qu'emblématique de la Formule 1. À titre personnel, je suis un énorme fan de Jordan, vous pouvez le voir derrière moi. Et, moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, et c'est vrai que c'était globalement une des grandes personnalités de la Formule 1 des années 90 notamment, et un peu 2000. Et puis qui est encore un consultant très actif, donc on pense à lui et à ses proches. Merci à tout le monde, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end du Grand Prix du Japon et à lundi prochain. Au revoir. Ciao. Ciao.